Il paraît, Erwan, que les voitures sont de plus en plus chères. Eh ben, Ça. on est là. On est là pour prouver à nos auditeurs et spectateurs que 15 000 euros suffisent pour se faire plaisir, quel que soit le besoin qu'on a. Largement. Bonjour, bienvenue à Parlons Bagnole, notre podcast en partenariat avec Ovoco. Moi, je suis Alex Wagner, l'ingénieur Décrypte, et je suis avec mon fidèle acolyte Erwan TGD, qui nous vient de son bureau roulant à nouveau aujourd'hui. Le bureau roulant V8, toujours sous l'antenne 5G, toujours pas de Wi-Fi. ça va finir en running gag géant. Écoute, on t'entend bien, on te voit bien, donc tout va bien. Alors peut-être, on ne s'est pas concerté avant, hein, donc j'aimerais que tu me surprennes avec ton premier choix de bagnole à 15 000 euros. Mais en fait, mes choix, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'étais en train de... Quand je préparais le podcast, je me suis dit, attends, est-ce que je trouve des choix un peu spécifiques et tout? Et après, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je dise des choix que moi, j'achèterais. Et puis plutôt que d'essayer de faire le truc. Et en fait, mon premier choix, il est évident, il est basique. Mais il a tellement réponse à tout. C'est la Mazda MX-5, évidemment. Oui. On va surprendre personne. Mais j'étais en train de me poser la question, de retourner le truc dans tous les sens. Je me dis, qu'est-ce que merci Erwan de démarrer avec des platitudes. Je démarre avec un truc chiant. Voilà. Mais d'ailleurs, je me suis dit que tout l'intérêt de ce podcast, ça allait justement être moi qui dis des trucs chiants et évidents, mais parce que c'est ce que j'aime, probablement. Et toi qui allais me sortir des trucs un peu loufoques. C'est un peu parti pour, ouais. C'est très bien. Même si je te cache pas que moi aussi j'allais mentionner la MX5 parce qu'on est obligé. Sinon on ferait pas notre boulot. Oui, rassurez-vous, on a d'autres idées. Mais bon, Mazda, moi pour 15 000 euros, donc j'ai cherché un petit peu. Et Mazda MX5, NC, donc la phase 3, pour une raison relativement simple, c'est que je suis grand et que c'est la plus grande de toutes. Je savais que tu allais dire que c'est parce que tu es grand, ouais. C'est forcément. Et donc en version performance, 160 chevaux avec le 2 litres, autobloquant, idéalement dans une jolie configuration. Un roadster capable, un roadster plutôt vivant, pas vraiment fait pour faire de la route, mais ultra fun en toutes circonstances. Cabriolet, capote manuelle, boîte de vitesse manuelle, petit moteur dont on peut exploiter les capacités et les performances en toute occasion. Donc oui, mon premier choix évident, lambda et ennuyeux, c'est la Mazda MX-5. Mais alors, tu m'étonnes un peu parce que je me souviens, dans un épisode passé, tu nous as expliqué pourquoi tu n'es pas fan de la Porsche 911 et c'est parce que c'est la réponse trop évidente. Et pourtant, là, tu nous donnes une réponse encore plus évidente si tu dis que tu es fan. Alors, explique-moi. Alors oui, c'est vrai. Oui, non, mais je suis pris sur le fait, surtout que j'ai eu qu'un café ce matin, donc il va falloir être vif pour répondre. En fait, je suis terriblement influencé par les vidéos YouTube que je regarde. Alors, c'est le comble pareil. pour quelqu'un dont c'est le métier. Et j'ai un de mes très bons amis qui a une Mazda MX-5 depuis 8 ans, je crois. Une NC, performance. Et j'avais déjà raconté cette anecdote, mais on était allé rouler sur le col de l'Espigoulier avec ma 968 et sa Mazda MX-5. Et pendant tout le trip, j'avais les boules parce que lui, il était en travers tout le temps, mais à des allures hyper faibles. Mais tu sais, juste, il faisait danser sa voiture, il y avait des épingles, et donc lui, il ressortait des épingles avec une facilité déconcertante. Et moi, avec ma 968, qui est pourtant une voiture sportive, légère, vive et tout, comparé à une MX-5, c'est un tank. Et du coup, c'est vrai que ce jour-là, je m'étais dit, ah merde, il a quand même l'air de s'amuser beaucoup plus que moi pour encore moins de la moitié du budget, pour 20 000 euros de moins. Et avant-hier, je crois, je suis retombé sur une vidéo d'MX-5, et c'était l'histoire d'un mec qui avait une M2 et qui était repassé sur une MX-5 et il expliquait pourquoi il trouvait que c'était génial. Ouais. Et du coup, ma conclusion, c'est que même si, effectivement, pour plein de raisons, j'ai pas forcément envie d'acheter une MX-5, si je devais vraiment choisir de manière objective le meilleur truc et qui m'amuserait le plus, en étant honnête, ça serait une MX-5. Voilà. Voilà comment je retourne ma veste en très peu de temps. Je te comprends. Et je pense que on est nombreux à avoir du mal à acheter une MX-5 alors qu'avec le même budget, on pourrait acheter une Porsche Boxster. Génération la première, la 986, voire
si elle est un peu kilométrée, une 987 aussi, ça passe dans le budget. À 15 000? Ah, oui. Pas trop à la régulière, peut-être. Ouais. Ouais. Bah, Conduite à droite, peut-être? Ah, ça c'est sûr. Bah, tu sais, les 986 commencent à avoir le vent en poupe parce que première de la lignée, alors que la Oui, 987 commence à être considérée un peu comme entre deux mondes. C'est ni la première, ni très récente, donc il y a moins de gens qui en veulent. Je sais pas. J'ai la Non. sensation qu'on entend très peu parler de la génération 987 en ce moment. Ben oui, c'est ce que je dis, parce qu'elle Ouais, est, mais elle est pas assez ancienne pour être tendance. Donc elle est un peu dans le no man's land qui intéresse moins de monde en ce moment. Ça peut être une bonne affaire. bah ouais, sachant que c'est bien en plus. Hein. Ah ben c'est top. 987, Ah ben c'est top. j'en ai déjà eu deux. Ouais. Et C'est impossible de citer une bagnole que t'as pas eue, toi. C'est infernal. si, dès que tu vas dans les françaises et les japonaises, il n'y a plus personne, hein. Ah, et t'as eu Et quoi comme Boxster du coup? j'ai eu la 987 RS60, l'édition Ah oui, limitée. Donc avec l'intérieur rouge là. c'est une phase 1 dans un gris spécifique, avec l'intérieur tout en rouge, avec tout un tas de Ouais. petites touches spécifiques. J'ai adoré ça. J'ai toujours beaucoup aimé cette voiture. Ouais. Et la 987 Spider, ouais. Effectivement. Alors ça, ouais. Ouais, Mais c'est un ça, autre c'est niveau. un autre budget. On va Oui, pas oui. en parler aujourd'hui. Non. Ouais, non, le truc qu'apporte une Boxster, c'est la qualité perçue. Alors évidemment, tu as l'écusson Porsche dessus et tout ce que ça entraîne en termes d'image, mais aussi de satisfaction personnelle, d'aboutissement, de vie de passionné. Quand on ouvre et on ferme la portière, quand on met même la clé dans le contact. D'ailleurs, je prends la mauvaise main, c'est la main gauche. Oui, j'étais en train d'essayer de faire Ouais, ouais, le ouais. calcul dans ma tête en mode attends, est-ce qu'il fait un truc correct, Quand on met la clé dans le contact, rien que cette expérience-là sensorielle, on est dans un autre univers qu'une Mazda MX-5. Ah oui, Donc, c'est sûr. donc c'est pas un choix qui est évident. C'est pas simple. Alors, mais c'est certain que la Mazda MX-5, et tu vois, c'est un peu ce qui m'a fait switcher, c'est que la vidéo du mec que j'ai regardé, sa Mazda MX-5, elle était très belle. En fait, c'était une NC, donc les troisième génération, mais les toutes dernières phases, avec l'avant retravaillé, et elle était bleu métallisée, intérieur marron, Hmm. avec des belles jantes couleur alu, quoi, avec un peu la même forme que les éditions. Alors, on met pas d'image, mais il y avait des éditions qui s'appelaient les éditions Niseko, je crois, sur les Mazda MX-5 NC, avec des jolies jantes bien dessinées, et elle était légèrement rabaissée. Et la voiture, je l'ai trouvée trop belle. Mais oui, effectivement, c'est sûr que l'intérieur, c'est plastoc, quoi. C'est certain. Mais tu l'achètes pas pour ça non plus. Ou alors, sinon, tu achètes une phase 4 qui est quand même beaucoup plus cossue, mais c'est pas le même budget. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai un Là, je parlais. outsider dans la même Ouais. catégorie et même budget. C'est l'Alpha GTV, donc la type 916. Alors, on est quand là? On est début des années 2000. Disponible en cabriolet ou en coupé. En V6 3 litres. Tu vois de quoi je parle, Erwan? Ah oui, oui, j'étais en train. Mais c'est début des années 2000, ça? Bah, Je pensais que c'était plus de. Ah Je ouais, pensais que ouais. c'était 90, moi. C'est- Celle qui a un look un peu de break de chasse, là? Ouais, non, 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 Ah ouais, non. Non, l'Alpha GTV, donc c'est une traction avec quatre petits phares à l'avant, comme un bec Ah d'oiseau oui, sur oui, le oui, oui. capot. Oui, je l'ai, pardon. Oui, je l'ai. Les 4 phares à l'avant, Alors, ça je pense qu'on est charnière fin des années 90, début 2000, on est dans ces eaux-là. J'avoue pas être expert de ces voitures, mais oui, je vois laquelle c'est, qui existe effectivement en coupé et en spider. Alors, t'es pas expert dans ces voitures, j'imagine, parce que c'est une traction, c'est ça? Bah j'imagine. Je pense que tu l'as mise hâtivement à la poubelle. Ah, Et c'est non, même non, mais pas que j'ai mis activement à la poubelle, c'est qu'elle m'a pas traversé l'esprit. je suis un peu dans ton camp. J'étais d'accord avec ta règle en début d'épisode qu'on va citer des bagnoles qu'on achèterait nous. Ouais, je suis désolé, je l'éliminerai parce que c'est une traction. Je peux pas. Ah, alors moi dans ma liste il y a des tractions. Ah oui, mais des petites hot hatch, Oui, ouais, c'est différent. là c'est des petites tractions italiennes, ouais, c'est des hot pasta au max. Mais, Bah,
Alors, je vais équilibrer ton premier choix parce que t'es parti sur un truc très raisonnable, je trouve. Une MX5, c'est éminemment raisonnable parce que Ouais, c'est c'est vrai. fiable, c'est pas coûteux à entretenir. Et ben, je suis en train d'envisager en ce moment, même pour moi, une voiture qui est un peu conne, qui est un peu stupide pour 15 000 euros. C'est une Jaguar Oula. XJR. Alors, on est soit dans le milieu des années 90 en version X300, et là c'est le 600 lignes compresseur, ou alors la X308 qui est venue juste après, et là on est fin des années 90, début des années 2000, et cette fois c'est le V8 compressé, Mm. qui doit faire 360 chevaux, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. À chaque fois c'est un 4 litres, que ce soit le 600 lignes ou le V8, et surtout il la faudrait noir sur noir, parce que là, tu as le look du bandit parfait. Je Mm. trouve ça sinistre à regarder, tellement cossu à l'intérieur, ça apporte une expérience. Alors, c'est semi-sportif, hein, on est d'accord, c'est un gros tank le truc, c'est un gros tank Oui, oui. familial, mais dans la catégorie gros tank familial, c'est sportif. Alors ok, il y a une boîte automatique, il faut savoir ce qu'on veut. Pour mon usage, pour garder un truc à Paris, bah, dans Paris évidemment c'est super pour sortir la petite famille quand je vais rendre visite à ma famille. Et pour partir en week-end et en vacances, bah, très bien aussi. Et c'est juste, j'ai envie de cet objet. Je pense que je suis influencé par la bérésina que Jaguar est en train d'opérer avec son nouveau marketing. Et je me dis que Jaguar va mourir. Et du coup, j'ai envie de... Ça me donne envie de faire partie du Ouais. monde Jaguar. Bah, tu disais, j'ai tout eu. Jaguar va mourir ou Jaguar est déjà mort, hein. Ouais, j'ai jamais eu de Jaguar. Et ça me fait envie. Alors, franchement, je comprends complètement. Parce que bah, on est un peu dans les mêmes esprits que techniquement la série 5, la 40 i. On Ouais. a un look, Hmm. on a alors, une solidité de finition, enfin une qualité de finition générale, j'en sais trop rien dans la Jaguar, mais c'est vrai que c'est très beau dans une Jaguar, dans une XJ, t'as du bois partout, c'est cossu, c'est expressif dans la manière dont c'est construit, tu vois. Jaguar savait, je pense, exactement ce qu'il voulait faire ressentir au conducteur, c'est-à-dire une sensation de première classe, quoi. En plus, c'est vrai Ouais. que les XJR, c'est très beau parce que c'est très long, mais c'est aussi très fin, c'est assez bas comme voiture. Et c'est très profilé. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment superbe. Et ça fait partie des voitures. À chaque fois que j'en vois une, je la remarque. Quand je vois une belle XJR dans la rue, et même d'ailleurs comme beaucoup de Jaguars, hein, quand je Hmm. vois une belle XJ, à quoi je pense, une XK, ou que ce soit les premières ou les deuxièmes générations, je remarque toujours ces voitures. Je trouve que c'est vraiment des très belles voitures. Bah, c'est un Donc trait de crayon, une élégance qui a disparu du monde dans la production actuelle. mais c'est vrai que la XJ, la berline, là, ça a quand même un trait de crayon qui est fantastique. Parce que même Mais si je c'est ouf. compare Ouais. à la série 5 elle a un côté un peu plus boîte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle Hmm. elle pourrait Hmm. avoir un profil de voiture dessinée par un enfant. C'est très Oui, c'est carré. ça. Voilà. Alors que la XJ, c'est long, c'est très fin, c'est vraiment superbe. Ça, ouais, c'est magnifique. Ouais, j'aime bien. Je sais pas si j'achèterais ça. Ou alors dans une collection un peu éclectique, mais il y a une manière il y a un art de voyager avec cette voiture. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une invitation au voyage. C'est ça qui me fait Ouais. kiffer. Puis je me dis avec un petit son de V8 dans les oreilles derrière, ça doit pas être Bah, déplaisant. c'est une sorte de Bentley pour celui qui n'a pas le budget d'acheter une Bentley. Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'y pensais dans la conversation. Pour moi, les Jaguars de ces années-là, alors je dis ça sans être particulièrement au fait de la fiabilité, de ce genre de choses. Je n'ai jamais trop possédé. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup de monde qui en ont eu. Si j'ai le père de mon meilleur ami qui a eu une XKR, les 4 litres 2 compressés là, pendant très longtemps, Hmm. et qui lui a mis des dizaines de milliers de kilomètres. Et je crois que la voiture a été relativement fiable. Euh, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que moi, je compare l'esprit un peu britannique de ces voitures à celui d'une Bentley ou d'une Aston Martin. Pour moi, c'est la même catégorie de voiture. Pourtant, c'est pas le même niveau, entre guillemets, mais c'est la même catégorie. Et quoi que c'est pas le même niveau, je dis ça, mais une belle XJR,
Ça n'a pas grand-chose, hein. Ça a pas Ouais, grand-chose à envier à une Bentley, quoi. clairement. Ouais, Alors, ouais, non, c'est vrai. évidemment, on est conscient, les gars, que 15 000 euros quand on achète une XJR, c'est que le début des dépenses. C'est le ticket d'entrée pour avoir le droit de dépenser derrière. J'allais dire, c'est Et que le début des emmerdes. oui, bah, il faut rentrer dans ce genre d'achat les yeux grands ouverts. Et c'est à ce moment-là que va intervenir notre nouveau sponsor Ovoco. Parce que sur une XJR ou beaucoup d'autres voitures qu'on va mentionner, on va vouloir acheter des pièces détachées à bon prix. Et Absolument. on n'a jamais meilleur prix que des pièces détachées d'occasion. C'est assez Mm. rusé de faire revivre des pièces qui sont encore en bon état plutôt que toujours produire des nouvelles, du neuf. Je me souviens, Erwan, dans les années 90, quand j'étais jeune, quand j'avais pas le budget d'acheter des pièces, je devais faire le tour des casses où je me souviens, à un moment, j'avais une voiture en plus qui me servait pour mon stock de pièces, une voiture en mauvais état. Bah, aujourd'hui, c'est plus du tout nécessaire. On n'est pas obligé de faire le tour des casses parce que Ovoco centralise 5000 casses sur toute l'Europe. Donc on fait ses courses, en quelques clics, on choisit la pièce qu'on veut, on voit les photos de la voiture de laquelle viennent les pièces. En plus, Ouais. on peut faire son shopping et avoir de cette voiture-là d'autres pièces qu'on met dans son caddie. C'est envoyé rapidement, professionnellement, avec un paiement en ligne. Tout est en français. C'est livré rapidement. J'ai déjà utilisé la plateforme, ça fonctionne très bien. Et Ouais, cerise moi aussi. sur le gâteau, il y a 14 jours de garantie. Donc si jamais la pièce, c'est pas la bonne, ou si jamais elle fonctionne pas, bah, vous êtes remboursé parce que c'est garanti. Alors, il y a un code qui est très facile à retenir, c'est R1Alex, tout attaché. Facile. Comme ça, vous n'allez On peut pas faire plus oublier. simple. Vous avez le lien dans la description pour vous donner le droit à une offre à durée limitée qui est 15% de réduction sur les frais de livraison. Donc déjà, on commence avec une offre qui est pas chère et on a une réduction de 15% sur les frais de livraison en plus. De quoi se plaindre. Voilà. Merci aux vocaux. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser que je vais aller utiliser notre propre code parce qu'il faut que je trouve une traverse avant là, pour la E34, la traverse Mm. qui soutient le radiateur et tout le bazar, et j'arrive pas à en trouver. Bah, t'es en plein dedans, ouais. Je me dis que sur Ovoco, je vais certainement trouver. Donc voilà, c'est ma chose à faire Bah, dans l'après-midi. mon dernier achat chez eux, c'est parce que je trouvais pas en neuf une bobine pour BMW E30 et bah, j'en ai trouvé sur Ovoco, j'ai commandé, ça a marché nickel. Pratique. Bon, Ah, alors, ton prochain choix? est-ce que je continue dans des évidences ou est-ce que, est-ce que j'essaie d'être un peu original? Alors, pour la blague, j'avais mis dans ma liste, mais à demi-mot, une Jaguar XK. Bah ouais. XK, XKR, alors des premières générations, donc génération plutôt Aston Martin DB7, donc Mm. les très longues, là, très fines, parce que je trouve que c'est des super voitures. On ne va pas redire ce qu'on vient de dire avec la XJ, mais j'y avais pensé parce que c'est une voiture que j'ai longtemps considérée pour moi et que je considère d'ailleurs toujours pour moi, un jour peut-être, parce que je trouve ça cool. Voilà. Ah mais ça tirait très bien. Et qu'est-ce qu'on a comme bagnole pour une somme relativement menue? Ouais, le rapport qualité-prix, ouf. Bah, c'est ça, et même en tirant alors un petit peu le budget, en allant plus vers les 20 000, on peut trouver des XK de la génération d'après, donc les plus modernes, avec le V8 4 litres 2 atmosphérique qui fait, je crois, 305 chevaux, un truc comme ça. Mhm. Et j'ai regardé beaucoup d'essais parce que à la base, quand je voulais acheter une voiture et que j'ai fini par acheter la série 5, je regardais aussi les Jaguar XK. Et c'est des boîtes automatiques, genre 6 rapports, et ça a une ligne magnifique, t'as les intérieurs tout en cuir, etc. Bon, l'infodivertissement, c'est horrible. Oui, Mais parce t'as que c'est à peu près les années 2000, ça. oui, c'est début année 2000. Mm. Et donc, enfin, c'est même un peu plus loin que ça, c'est 2008, je crois, un truc comme ça, 2006, 2007, 2008. Mais je trouve ça superbe, et tu peux rouler en V8 alors c'est pas une sportive, c'est une GT, clairement. Mais bon, pour rouler tous les jours ou pour faire l'autoroute ou des trucs comme ça, t'as plus la classe que dans, je sais pas, moi, un Cupra ATK. Pareil, c'est le premier truc qui m'est passé par la tête, je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Non, mais pour revenir dans la réalité des choses, moi je garde en haute estime le duo Ford Fiesta ST, donc pas sur des tractions, Clio RS. Hmm. Moi, pour moi, ça reste deux must des petites tractions, des petites GTI sportives. J'ai pensé à la 208 GTI aussi,
Mais j'aime pas l'intérieur, j'aime pas le moteur, j'aime pas. C'est sympa à conduire, mais j'aime pas. Je trouve qu'émotionnellement, on n'a rien dans cette voiture. Enfin, on n'a rien, hein. Je suis extrême, mais ça me plaît pas. Je l'achèterais pas ça. Alors qu'une Fiesta ST, une Clio RS, ça, j'achèterais. Mm. Parce que c'est des voitures qui ont de la gueule. Les Clio RS, alors je parle des Clio 3 RS plutôt. Donc celles avec le 2 litres Atmo 200 chevaux. C'est des voitures qui ont un super châssis, qui ont un look, histoire Renault Sport, qui sont plutôt recherchées. Mm. Et Fiesta ST, c'est la version plus moche que la Clio RS, mais qui marche aussi bien, voire mieux, avec un châssis de dingue. Et là, je parle des Fiesta ST Mark 7, donc avec, c'est quoi comme moulin déjà? C'est un petit 4 cylindres turbo qui fait 190 chevaux, un truc comme ça, 200 chevaux. Et là, c'est vraiment des petites bombinettes pour envoyer sur petite route. Ouais. Et ça, j'achèterais ça. Petite bombinette 5 portes. C'est ça. Et si Erwan, pour le même budget, tu pouvais avoir une petite bombinette 5 portes, mais qui soit non pas traction mais propulsion, et qui soit pas motorisée par un petit 4 cylindres turbo, mais par un 600 lignes de 3 litres, je sais pas si tu suis mon regard. Évidemment, on est chez BM. BM a fait parfois des petites voitures. On est sur la génération E87 et j'ai nommé la série 1 130i. Tout à fait disponible pour 15 000 euros. Je pense que c'est non seulement une dépense dans cette catégorie, mais c'est un investissement parce que je pense qu'elle va doucement prendre de la valeur parce que c'est une expérience irremplaçable. On a dans la catégorie des petites bombinettes, on a un moteur avant, une propulsion, une boîte 6, un moteur sonore qui est classieux, qui est noble. J'en ai déjà eu une, je l'ai gardée cette année. D'ailleurs, elle a le record, toute catégorie, c'est la voiture des 55 voitures que j'ai eues que j'ai gardée le plus longtemps. C'est dire. C'est dire. Et ça cette fait année. 265 chevaux de mémoire. Ouais, c'est ça. Comme ça. C'est ça. Alors, tout ce que je peux lui reprocher... Déjà, ce qu'elle fait bien, c'est à peu près tout. Que ce soit dans un rôle de GT, de daily, en attaque sportive, elle fait tout bien. La seule chose que je lui reproche, c'est le caractère lisse qui vient des voitures qui justement font tout bien. Et peut-être elle manque un peu de sens de l'occasion. Elle manque un peu de caractère parce que sur le graphique de la compétence versus caractère, elle est un peu trop haut en compétence et du coup, par la force des choses, un peu bas en caractère. Et pour le même prix, j'achèterais finalement une E36, c'est-à-dire la série 3 des années 90, où là aussi, on a quelque chose de pratique avec un moteur noble. Une 325, c'est tout à fait disponible dans ces budgets-là. Et ce sera moins bon objectivement qu'une 130i, mais un peu plus vivant, un peu plus engageant à conduire parce que plus à l'ancienne. De toute manière, bon, tu as touché évidemment le point auquel on allait forcément arriver, BMW. Oui. Bon. Si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'on n'allait pas pouvoir passer à côté très longtemps. C'est vrai que BMW, moi j'ai pensé à plein de voitures dans les E46. Alors, c'est toujours pareil. Évidemment, là on parle de voitures qu'on achète pour 15 000 euros. Il y a toujours des nuances sur l'entretien, la fiabilité, etc. Bon, ça voilà, on ne va pas non plus énoncer toutes les nuances et peut-être qu'on ne les connaît pas toutes. En tout cas, moi je ne les connais pas toutes. Mais c'est vrai qu'une 46 en 330i avec le 6 cylindres, effectivement une série 1, c'est quoi? C'est E85? Non. E87. C'est le Z4. E87. Oui. En 130i d'ailleurs, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps. J'étais à l'Intermarché en train de récupérer mes courses au drive et il y a une dame de 60 ans qui s'est pointée en 130i. Stylé. Et j'ai regardé comme ça et je ne sais pas si elle savait ce qu'elle avait dans les mains, mais oui, c'est ça. Sans PACEM, vraiment config normal. Puis je voyais 2 pots d'échappement, je regarde, je sais pas pourquoi, ça m'attire l'œil, je vois marqué 130i, je suis haut. Ouais, c'est ça. Et ça, effectivement, E46 ou E36 compact. Alors là, pareil, pour s'amuser dans un tout petit châssis très rigolo. Ensuite, impossible de ne pas citer BMW Z3, Z4. Z4 E85 ou E86 en cabriolet.
Ou en coupé, ça peut se trouver, mais probablement un peu rincé avec 15 000 euros. Même un Z4 cabriolet Ouais, avec un 6 bah ouais, cylindres, bah ouais, caisse de dingue. bah, bien sûr. 231 chevaux, design, un joli design quand même, statutaire, Mais propulsion. oui, je veux dire, on va pas se leurrer, pour 15 000 euros, on doit pouvoir accéder à peut-être 80% de la production BMW. Ah bah On a oui, un peu oui, tout. oui, large. Ah bah, on peut tout avoir. On peut avoir un X3, on peut avoir une série 5, on peut avoir un Z3, un Z4, une série. On peut tout avoir. On peut avoir une Franchement, série 7, celle qui est plébiscitée comme étant la plus belle, c'est la E38, donc à peu oui, près les années 2000, une 740i, donc celle qui était télécommandée par James Bond, ouais, Pierce Brosnan sur ouais. son mobile. Sur Ça, ça le passe vieux à téléphone l'aise. qui se Ouais, ça, découpe. ça passe à l'aise dans les 15 000 euros, ça. Oui, même c'est pareil, une belle E39. Moi, j'ai Hmm. une fascination pour les E39. Je trouve que c'est des voitures sublimes. Ah, c'est Enfin, en fait, vrai? je trouve, alors, en Je- fait, je trouve que j'adore l'espèce de pas de fracture, mais je trouve que la E34, elle est à mi-chemin entre l'ancien monde et le nouveau monde chez BMW. Hmm. C'est-à-dire que ouais, à l'intérieur, c'est une grosse E30, Ouais, en mieux c'est ça. construit, etc. Mais on a des caractéristiques routières qui sont celles d'une voiture très moderne. C'est Hmm. incroyablement insonorisé, c'est super confortable. Là, en l'occurrence, sur la mienne, j'ai une boîte 6. Enfin voilà, c'est quand même des voitures modernes. Mais je trouve que dans la E39, il y a un peu ce côté, bon, on sait comment faire une très très bonne voiture, mais on va aller un peu plus loin. Donc déjà, on va rajouter 130 boutons, parce que pourquoi pas. Et je trouve qu'il y a, il y a un- il y a une qualité de roulage, ça se dit pas, mais je trouve que la voiture se déplace merveilleusement bien sur la route, quoi. Dans une Bah oui, E39. C'est un salon, le truc. en fait, on n'a jamais besoin de plus qu'une E39. En vrai, non. En vrai, non. Je trouve que c'est une belle E39, c'est avec une jolie configuration. C'est toute la voiture dont vous aurez jamais besoin, quoi. Ah bah complètement. Franchement, Alors si dans la et... même époque, on veut être toujours chez BM un peu moins raisonnable, et j'en ai déjà eu, une X5 4 litres 6 IS. Ah oui. Je l'ai eu en bleu Estoril, donc une couleur qui vient du catalogue Motorsport, et j'ai eu la 4 litres 8 IS qui est venue juste après. Ce Ouais. sont des super voitures, c'est ultra compétent. C'est étonnant comme ça déguise son poids, enfin sa masse elle doit faire 2 tonnes 2, quelque chose comme ça. Ça marche très bien. C'était ruineux en entretien. Alors, Oui, j'imagine. pas sur les gros composants mécaniques, mais tous les à côté. Il y a des petites choses qui tombent en panne, de l'électronique. Faut jamais oublier, quand on achète ces voitures pour 15 000 euros, on est en train d'acheter une voiture qui, à une époque, valait une fortune quand c'était neuf. Et on a Oui. toute la complexité qui va avec ces porte-étendards de la marque. Ouais, absolument. Mais ça, c'est vrai que, parce que moi, forcément, je regarde beaucoup les BMW, euh, même des séries 5 F10, donc les générations 2011, 2012, trucs comme ça, genre des 530D ou des 530i, des choses comme ça, genre, tu peux en trouver, sans rire, avec, allez, 200 000 km, mais très bien entretenu, pour 15 000 balles, hein. Ça se trouve, hein. Hmm. Ouais. Moi, à plusieurs reprises, j'en ai trouvé un break. Alors, on parle d'un 530D. Bon, c'est vraiment une voiture pour faire de l'autoroute, quoi. Je sais que je connais ton. Ah, bah, je vais me prendre une amende. Comment ça? Bon, ah, bah, parce qu'il y a un mec qui regarde les. Attends. Alors, Il y a un happening en live. il y a un happening en live parce que là, le mec, il va scanner ma plaque et je suis dans la voiture et j'ai pas Mais mis non, mais d'argent à l'eurodateur. il t'a pas vu? Bah si, il a vu que j'étais dans la voiture, mais dans 2 secondes, il va scanner ma plaque et il va me dire bonjour monsieur, vous avez pas mis à Ah l'horodateur. putain. Je l'avais pas prévu. Faut que tu lui expliques que t'es live en podcast, il va comprendre. Ouais. Attends, bah, Apparemment, attends. c'est pas quelqu'un qui nous suit parce il aurait reconnu ta caisse techno-violet d'un coup d'œil. Ouais, enfin là,
Là, je vais juste passer pour un con. Attends, parce que je suis en grande hésitation. Attends, parce qu'il y a une situation là, il y a une grande situation de qu'est-ce que je fais? Parce que là, Et- il va forcément scaler ma plaque et. Mais, Ah bah non, il est non, mais, parti. non, mais Non, vas-y, non, mais, baisse la vitre et dis-lui que. non, mais il a vu que j'étais dans ma voiture et il a pas scanné ma plaque. Bah, encore eux. Bon, écoute, je reste là. Ok. Il a vu que j'étais dedans et il est passé à côté. Bah oui, c'est quand même correct. Ouais. Bon, bah écoute, pardon. Je suis un Alors, peu en stress parce qu'il est toujours là, mais ouais. ouais, je pense qu'il va rien faire. Ouais. Est-ce que tu vas nous parler d'un diesel, Erwan? J'ai peur. Bah, j'y étais sur mon 530D là, mais il n'y a jamais un diesel bien loin. Oui. Mais non. Bah, à part en vrai de vrai, à part des tracteurs de type BMW diesel, effectivement, j'ai pas forcément beaucoup de. J'en ai pas mis dans la liste. Parce Parce que que je me suis. je suis désolé, je vais t'afficher publiquement, mais de temps à autre, Erwan m'envoie sur WhatsApp des annonces de voitures en vente parce qu'il me dit ouais, putain, regarde, Alex, c'est beau. Et il m'envoie genre des BM diesel. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Mais en fait, alors ça, c'est un truc, mais moi, j'ai conduit beaucoup de voitures diesel. Et en fait, je sais pas expliquer, c'est la même discussion qu'on avait la dernière fois quand tu me disais, mais s'il te plaît, n'achète pas une Ouais. 207. Mais en fait, j'en ai déjà, pour des toutes petites voitures, ça me saoule de devoir monter dans les tours pour prendre 5 km/h quand elles sont pas puissantes. La différence entre une voiture qui fait 90 chevaux diesel et 90 chevaux essence, je suis désolé, mais en termes de couple, tu as l'impression que tu as 30 chevaux, enfin, t'as beaucoup plus de patates, et dans une petite voiture, je trouve que ça fait sens. Tu consommes que dalle. Le bruit de diesel, bah, j'ai roulé en 207 diesel pendant des années, j'en ai vraiment mais rien à faire. Mais on dirait que tu parles comme quelqu'un qui en a rien à foutre de la bagnole. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais parce que en fait, je sais, pour une voiture du quotidien, vraiment du quotidien, j'en ai effectivement rien à foutre. Alors attends, Erwan, qu'on comprenne bien. Tu as quitté l'enfer du Paris de Hidalgo pour t'installer là où il y a des routes de rêve et tu me dis le quotidien, tu t'en fous? Oh, mais oh, non, mais alors, regarde, là, tous les jours, je fais 60 km à touche-touche dans Aix-en-Provence, avec des routes défoncées, avec des comment ça s'appelle enfin bref, les routes elles sont éclatées. Je le fais soit en V8, soit en Porsche, soit dans une E34 qui fait 5 mètres, soit dans une Porsche qui est raide comme la justice. Et donc en fait, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Le plaisir, il est quand je rentre chez moi et quand je vais faire un tuning sur les routes d'à côté avant de rentrer chez moi le soir. Mais ou quand je vais rouler le week-end, ou quand je prends l'autoroute, là j'adore prendre la série 5 ou quoi, ou sur des routes un peu plus longues. Mais pour vraiment mon trajet quotidien, ces voitures sont inutiles et n'ont strictement aucun intérêt. Et je préférais être dans un truc qui est beaucoup plus petit, qui est plus facile à emmener, qui est plus facile pour tout. Tu nous as dit 60 km par jour ou 6? 60. Mais c'est beaucoup. Tu vas pas me Bah, dire que tu fais 60 km de ville et de Dodane. Qu'est-ce que tu racontes? bah il y a 24 km très exactement entre chez moi et mon coworking. Ouais, bah il doit y avoir un peu de bonne route là. Non. Ah Quoi? non, parce qu'en fait, parce que mon coworking, moi j'habite d'un côté d'Aix, mon coworking est à l'opposé absolu, et le seul moyen que j'ai pour le rejoindre, c'est de traverser une partie de la ville, parce que j'ai pas le choix, et Bon, ensuite, alors, il y a un tout petit peu de route et qui n'a aucun intérêt. ok, je vais pas te laisser dire, t'as pas le choix parce que faut que tu déménages. Soit tu bouges de coworking, soit tu bouges d'appart. Enfin, c'est Et horrible non, ta mais vie. trop bien, mais tu comprendras quand tu verras mon appart, je ne bouge pas de mon appart. C'est trop bien. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais du charisme mécanique dont on peut profiter même à rythme de sénateur? Mais tu nous parles depuis une 540i, donc tu as mis ton argent là où est ma bouche. Oui, mais oui, mais le truc, c'est que. Alors là, actuellement, attends, j'aurais peut-être changé d'avis quand la 540i, elle aura ses suspensions, sa DA refaite, ce genre de machin. Mais alors, tu vas peut-être me donner la réponse, mais la 540i à basse vitesse, c'est quand même pas particulièrement agréable, hein. C'est lourd. La direction, moi, je la trouve lourde. Après, je pense que ma DA est Ah morte. oui, Enfin, oui, c'est pas non mais bien sûr, mais tu prends la même et tu mets un diesel et c'est pas mieux.
Ah oui, non, mais ça c'est certain. Non, mais ça c'est certain. Sinon, j'aurais acheté une 34 diesel. Mais moi, non, mais attends, pour recentrer le débat, moi je te parle pas d'acheter une grosse voiture diesel. C'est bon, je suis dans une grosse voiture essence. Là, moi, le fond de mon débat, c'est Ah. d'acheter une toute petite voiture qui n'a aucun intérêt. Pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est pour une question de coût, parce que je trouve ça très pratique et que franchement, faire le plein tous les 4 jours avec le V8, là, j'en ai ras-le-bol. Et c'est pas une question de moyens, c'est juste que j'en ai ras-le-bol, ça me saoule, je trouve pas ça efficace. Mais entre ton gros tank V8 et le Oui. petit déplaçoir cauchemardesque que tu devrais offrir à ta femme, il y a une zone au milieu où tu Eh peux ben, j'ai une Porsche. où tu peux consommer peu et te faire plaisir. Enfin, je suis désolé de reparler de la Panda 100 HP. Ça consomme que dalle. C'est un petit 1,4 litre atmosphérique. La voiture, c'est une plume. C'est Ouais, mais la Panda. T'as le régulateur dans la Panda 100 HP? un régulateur de vitesse. Oui. Mais non, malheureux. C'est une voiture Voilà. basique. C'est un retour Ouais, mais aux moi- sources. Ouais, mais moi, quand je fais de la route, j'aime bien avoir un régulateur. Ah putain. Mais c'est marrant que comme on est très souvent d'accord et là, mais je comprends Mais non, pas. mais même la mais- Panda 100 HP, en fait. J'ai l'impression vois- d'entendre quelqu'un qui en a rien à cirer de la voiture. Tu veux un diesel avec un régulateur Ouais. pour- Mais parce que j'ai eu ça pendant des années et je vais te dire, non, mais il y a même un autre truc. Alors peut-être que je suis idiot, j'en sais rien, mais il y a un autre truc. Je prends un plaisir monumental à rouler régulièrement dans une voiture qui n'a aucun intérêt et à revenir dans une belle voiture. Ah, ok, ça c'est à peu près le seul argument auquel je C'est peux le être seul sensible. argument sensé que j'ai sorti depuis tout à l'heure. Non, mais parce que je me souviens de ça quand j'avais la Ouais, 207 et le Z3M. Je conduisais ma 207 pendant une semaine, j'en avais rien à cirer, machin, je faisais ma vie. Hmm. Et, et, euh, et quand je reprenais le Z3M, j'avais l'impression d'être arrivé dans une Bugatti Chiron, quoi. Enfin, j'exagère, mais tu comprends l'idée. Mais je sais pas, il y a un côté avec la voiture rien à foutre, parce que tu vois, même la Panda 100 HP, tu vois, les Pandas 100 HP, parce que j'ai regardé, évidemment, on a complètement dévié du sujet, mais c'est pas grave. La Panda 100 HP, si tu veux, t'as une voiture qui est quand même un peu sympa. Donc Ouais. tu peux pas non plus, tu ne l'oublies pas non plus complètement. C'est-à-dire que tu la laisses pas dehors pendant 130 jours, tu fais quand même attention où tu la gares, tu vois, il y a quand même un côté sympa dans la voiture. Et moi ça je veux pas, parce que j'ai déjà 2 voitures avec des côtés très sympas. Et moi je veux vraiment un truc dont je n'ai rien à foutre, mais rien. Heureusement que Et- tu n'abordes pas les relations amoureuses avec cet état d'esprit. Ah oui, oh là là, le En- comparatif serait terrifiant. En termes de rapport humain, ça donnerait quelque chose. Non, le comparatif est terrifiant et fort heureusement, je ne fais pas ce. Les Ou deux même, ou sont- même dans les rapports amicaux. Bah, c'est un peu le principe du dîner de con, non? C'est fréquenter parfois un mec qui a aucun intérêt, voire qui est horrible, pour mieux apprécier tes amis. C'est ça? C'est vrai que dit comme ça fait réfléchir. Non, mais je sais pas, défendez-moi dans les commentaires là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que rouler avec une caisse de merde de temps en temps, ça fait du bien. C'est voilà. Non, je comprends. C'est un peu comme quand on fait du wine tasting, quand on goûte des bons vins, peut-être qu'entre 2 séances de wine tasting, on va vouloir se laver la bouche à l'eau pour faire une sorte de reset. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de un tunnel pour me faire insulter. Ben, je serais intéressé de voir ce que ça va donner dans les commentaires, parce que moi j'ai l'impression que tu deviens fou. Je pense que toi tu as l'impression que je deviens fou. Mais j'ai toujours pensé ça, hein. Tu sais que j'ai jamais changé d'avis, hein. J'ai toujours pensé ça et j'ai toujours été très heureux avec ma 207. Et ça veut pas dire que j'apprécie pas d'autres voitures, mais le truc c'est que, alors c'est pareil, c'est antinomique avec ce que je fais de ma bagnole, mais la vie vraiment purement quotidienne, si tu veux que je sois dans une... Et d'ailleurs, quand je fais mes trajets, genre quasiment quotidiens, sur 80% de mes trajets, genre quand je vais au bureau ou quand je vais faire mes courses ou des trucs comme ça, bon, quand je vais faire mes courses c'est différent parce que les routes sont sympas, mais sur vraiment mon trajet du quotidien, pour faire 20 minutes de bagnole, je prends pas un plaisir monstre à être dans mon V8, quoi.
Et je prends même, et ça m'embête plus même d'être dans une belle voiture dans ces Sincèrement, moments-là. je ne comprends pas, Erwan, parce que le plaisir, il commence avec quand tu prends tes premiers pas pour aller vers la voiture. Après, ça continue quand tu ouvres la portière, quand tu sens l'odeur de l'habitacle, quand tu t'installes à bord et que tu regardes cet environnement dans lequel tu es. De quoi tu parles? Bah, je sais pas, je suis peut-être minimaliste, j'en sais rien. Et encore une fois, je suis désolé, tu es dans une BM 540i V8 boîte 6, tu nous parles pas depuis une Clio diesel. Bah ouais, vous êtes à l'abri Alors, de rien, hein. Vous savez pas, peut-être que le merde. prochain podcast sera c'est depuis une Clio diesel et je serai fou et je serai trop content de mon toit ouvrant et de. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais regarde, j'ai le meilleur exemple. La dernière fois, euh, attends, il faut pas que je sois trop précis. Bon bref, quelqu'un que je connais Ouais, possède une McLaren. Attends, vous allez voir. Quelqu'un que je connais possède une McLaren 675 LT. ok. Son daily, c'est une Clio 2. Et une Clio 2 comment? Une Clio 2 diesel. Genre Non. 80 chevaux. Ah si. Ah ouais, ok. Parce que et on en discutait, et moi j'étais d'accord avec lui, et il me disait, évidemment, et j'adore prendre ma McLaren, il a une voiture beaucoup plus cossue pour faire de la route, etc. Mais au jour le jour, il roule dans, entre guillemets, un tas de merde. Et j'ai vu ça, et ça m'a fait rire, et j'ai dit, attends, mais moi aussi je pense ça. Et il m'a dit, mais moi j'adore. Il m'a dit, j'adore, j'en ai rien à foutre, la voiture elle est sale, je m'en occupe pas, elle dort dehors, je la garde n'importe où, je consomme rien, Ok. coûte rien, machin tout. Et derrière, j'ai ma belle voiture pour aller à un rendez-vous ou quoi, et ma McLaren qui vaut quand même 300 000 balles pour vraiment me faire un kiff de fou. Et moi je suis aussi dans cette philosophie-là. De la même manière que, tu vois, quand j'étais à Paris, j'avais une moto, une Varadero à un 125 cm3. Bon, j'ai mon permis moto depuis 2 ans, j'aurais très bien pu avoir une belle moto. Hmm. Sauf que ma Varadero 125, elle me coûtait que dalle, elle était hyper économique, hyper fiable, elle dormait dans la rue, donc je savais qu'elle allait être abîmée. Et au final, cette moto, je l'ai gardée 4 ans, ne m'a rien coûté. Et évidemment que quand je suis sur cette moto, dans Paris, je prends pas un plaisir dingue, évidemment. Et je pourrais avoir une cylindrée un peu plus grosse, et je pourrais avoir je sais pas, quelque chose un peu plus sympa. Mais la réalité, c'est que j'en ai rien à faire parce que pour moi, la vie purement quotidienne est tellement agressive pour tout, que ce soit les mecs qui te tapent dans les portes, je sais pas, tous ces trucs-là, que je trouve ça intelligent d'avoir une voiture, d'avoir vraiment une voiture qui te sert pour les trajets inutiles et qui vraiment ne te pose aucune question quand tu l'utilises. Moi, la série 5, quand je vais, je fais attention à tout. Hmm. Je fais attention à tout quand je suis dedans. Je fais attention aux gens qui sont autour de moi. Ah bah clairement. Je fais attention à où je la gare. Dès que je suis sur un parking, je suis terrorisé et je reviens le plus vite possible. La Porsche, c'est pire. Ouais. Donc mine de rien, tu vois, c'est pas des voitures qui ne te qui ont aucune charge mentale. Ah mais oui. L'argument de l'insouciance, c'est un Et argument voilà. massu. Et notre divergence, elle vient du fait que je place déjà l'insouciance sur ma Panda 100 HP. Elle dort dehors, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas nettoyée, les enfants font ce qu'ils veulent dedans, j'en ai rien à foutre, c'est un intérieur en plastoc de merde, s'il y a une rayure dessus, bah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et c'est Ça se pas tient. parce qu'elle est sympa à conduire que je dois m'en soucier, tu vois? Oui, non, non, pour la Panda, ça se tient. Mais Mm. en fait, mes critères, tu sais, alors, mon critère du diesel, il est très simple, hein. C'est pas un amour du diesel, j'en ai rien à faire. C'est juste, il y a 2 trucs. C'est un, je trouve que le couple est sympa. Et de 2, ça consomme que dalle et du coup, j'ai une très grande autonomie. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession avec les grandes autonomies. Moi, dans ma 207, je faisais 1000 bornes et je Ah trouvais ouais. ça génial. Et en fait mon appréciation du diesel, en réalité, vient plutôt de là. Plus que, parce qu'effectivement, en termes de motorisation, je trouve pas ça sexy, hein. Ça claque, ça fait à froid, c'est atroce, etc. Mais le plaisir que me procure le fait de voir 1000 bornes d'autonomie dans ma petite voiture quand je fais le plein qui m'a coûté pas grand chose est supérieur au désagrément du bruit du diesel.
Alors, Donc, c'est marrant, j'ai la perception, tu vas croire que je me fous de ta gueule, j'ai la perception exactement bon, c'est déjà fait, c'est trop tard. Ça. Mais moi, j'aime bien les arrêts essence parce que ça ponctue un voyage. C'est souvent des opportunités où je vais prendre une photo de la bagnole à côté de la pompe à essence. C'est une opportunité pour aller faire pipi, pour acheter un snack, pour prendre un café, pour s'aérer l'esprit, pour regarder mes messages WhatsApp. Non, j'ai pas envie de faire 1000 bornes d'une traite. Non, mais moi non plus, je fais pas 1000 bornes d'une traite. T'as juste envie de le voir s'afficher sur l'ordi de bord. Mais je pense que c'est un, je sais pas, c'est un toc. Peut-être que, alors, sans deck, j'y ai pensé la dernière fois. Je me suis dit peut-être que, parce que quand j'étais étudiant, forcément, comme tout le monde, j'avais pas une thune. Et donc, le fait de voir une autonomie géante, forcément repoussait l'échéance du plein. Et donc, alors aujourd'hui, je roule en daily dans un V8, donc effectivement, on va dire que ces considérations ne sont peut-être plus les mêmes. Mais ça vient peut-être de là, je sais pas. Et tu vois, par exemple, mon père, il a quoi? Il a une classe C là, les dernières classes C, Mercedes, donc en 200D diesel, 170 chevaux. Il fait 1400 km avec un plein. Ouf. Et évidemment qu'il ne fait pas 1400 km. Mais c'est incroyable ce moteur. C'est un truc de fou. C'est une boîte 9 vitesses. On a complètement dévié du sujet, mais c'est pas grave. C'est une boîte 9 vitesses. Le truc, il fonctionne entre 1000 et 1200 tours minute. T'as 150 chevaux. Et il fait... Alors mon père, il roule à l'économie en mode éco-pro, régulateur, 130 km/h, tout ce que tu veux. Mais quand il fait le plein, il est à genre 4 litres 1, 4 litres 2 de moyenne, avec un break de 2024. Et moi, je vois ça, mais ça me fait rêver. Il n'y a pas d'explication, je trouve ça génial. Et évidemment que l'argument du « mais oui, mais c'est complètement stupide, tu fais pas 1400 km sans t'arrêter », je suis d'accord, mais tu utilises ta voiture tellement longtemps sans aller à la pompe, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien ça. Voilà. Ok, écoute. Voilà, je sais pas si mes... Je t'estime irrécupérable et je laisse tomber mon combat. Bah ouais, bah après je sais pas, tu me feras tester ta 100 HP et puis je te dirai, hein, mais je trouverai sûrement ça bien. Ah, écoute, on verra bien. ça nous fera des news. Et à propos, quelles sont tes news de la semaine? Bah alors du coup, c'est une news que j'ai oubliée la semaine dernière. Alors c'est quand même un peu grave d'oublier ça, mais je suis passé à la télé. Et le pire du pire, c'est que c'est toi qui me l'as rappelé. Non mais alors, la raison pour laquelle ça m'a... Parce que dit comme ça m'a complètement échappé. En fait, c'est qu'entre la date du tournage et la date de publication de la vidéo, donc je suis passé dans l'émission Top Mécanique sur RMC Découverte, qui est, Bravo. on va dire, merci, la petite version de... merde. C'est quoi? C'est... Oh, mais en plus j'ai oublié, putain, je suis tellement idiot, je regarde tellement jamais la télé. Bon, il y a Top Mécanique et il y a Top Mécanique où ils reconstruisent des voitures en une semaine, des voitures lambda, et il y a quelque chose d'autre mécanique, j'ai oublié le nom. Oui, attends, c'est animé par qui? C'est François quelque chose? J'oublie son nom. Oui, avant c'était François, je sais plus quoi, maintenant c'est Putain, on est Baptiste. Je regarde pas, j'ai pas la télé non plus. Mais non, mais moi non plus. Non mais attends, confidence. Ah si, c'est François Alain. Oui, c'est ça, François Alain, exactement. Ouais. Et maintenant c'est Baptiste, le youtubeur de la chaîne des pilotes du dimanche, qui présente. Ok. Et Vintage Mécanique. C'est Vintage Mécanique, la version plus élevée. C'est ça. Bref, je suis passé dans Top Mécanique, donc où j'ai été l'invité de la semaine, quoi, donc t'es une sorte de François Alain bas de gamme. Ouais, très bas de gamme, plus grand mais bas de gamme. Okay. Et en gros, je suis là pour voir le résultat, pour analyser, comparer le résultat d'une semaine de travail de deux équipes qui ont travaillé séparément sur deux voitures accidentées et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour remettre un moteur qui fonctionne, etc. Et donc, on teste les deux voitures dans l'émission et ensuite on donne notre verdict sur quelle voiture on estime être la mieux réussie, la mieux réparée et la plus apte à partir en vacances. Donc tu vas juger le comportement routier, le comportement moteur, tout ça, c'est ça? C'est ça, voilà. On va, c'est pareil, tu juges l'état de la voiture, parce qu'en général elles sont bien abîmées, donc l'état de carrosserie, l'état de l'intérieur, le fonctionnement du moteur, le fonctionnement par exemple du frein à main, des freins, de la direction. Enfin, tu vas vraiment juger du global de la voiture par rapport à l'état initial. Voilà. Ah bah, et donc voilà, donc c'était très rigolo. Alors ce qui est vraiment rigolo, c'est que
Alors ça, je vais donner un peu des insides. Euh, le tournage est vraiment particulier et très différent d'une vidéo YouTube. Parce que, en fait, alors, moi, j'avais jamais regardé Top Mécanique ou Vintage Mécanique de ma vie, parce que je ne regarde pas la télé. J'ai jamais regardé la télé de ma vie. Je ne regarde pas la télé, ça commencera pas demain. Mais bon, évidemment, j'ai été regardé. Alors, le pire, c'est que j'ai été regardé. J'ai un manque de curiosité terrible, mais j'ai été regardé après à quoi ressemblait l'émission, après le tournage. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que le jour du tournage, si tu veux, déjà, il y a une grosse équipe. T'as un preneur son, t'as un mec qui fait les lumières, t'as un mec qui gère, enfin un producteur, t'as 4 caméras, t'as un drone, genre vraiment, t'as une équipe de 10 personnes, quoi. Alors que nous, un tournage YouTube, quand on voit ce qu'on arrive à faire, enfin quand, par exemple, moi, qui fait quand même des vidéos qualitatives visuellement, je vois ce que j'arrive à faire avec un mec, en plus, tu veux... Bah, ou alors, de mon côté, avec 0 mec, parce que je fais tout seul. oui, mais même moi pendant des années, j'ai fait des vidéos tout seul, et si tu veux, j'estime qu'elles sont correctes en termes de visuel, de tout ça. Et là, c'est vrai que tu te retrouves avec 10 mecs face à toi, et pour filmer des séquences vraiment très courtes, en fait, où tu vois, on palabre énormément. Et à la fin, dans l'émission, en fait, il ne reste que très peu de choses de ce qu'on a dit, Ouais. mais c'est la voix off qui va lier en fait toute l'émission. Ah oui. Et du coup, moi, quand j'ai quitté le tournage, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, on va pas faire une émission avec ça, quoi. Et ensuite, quand j'ai vu la manière dont la voix off raccordait absolument tout, et dont ils avaient pris plein de petits moments filmés dans la vraie vie, qu'ils avaient un peu remis à leur sauce, et voilà, ils avaient cuisiné avec ça. Et à la fin, ça fait un truc. Et c'est vrai que c'était assez surprenant, parce qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est autant pour filmer aussi peu de choses ? Et après, quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est rigolo. Donc, bref, c'était une super expérience. Mon grand-père était particulièrement fier de moi. Tu vas passer quand à l'antenne ? C'est déjà passé. Ah ok. C'est passé il y a. Est-ce que il y a c'est 2-3 semaines. dispo en rediff ? Eh ben, normalement, oui. Et moi-même, il faut que j'aille télécharger l'émission pour la garder pour moi. C'est sur quelle chaîne ? RMC Découverte. Ah oui, c'est ça. Ok. Sur RMC Découverte. Mais. Ah bah, voilà, j'irai voir. Ouais, Je suis bah passé super. Canon. Maman, je suis passé sur le grand écran. Clairement, super. Voilà, c'était rigolo. Et toi ? Alors, Quelle voiture as-tu acheté cette semaine ? j'ai acheté quelque chose, Ah, mais bah, c'est... Évidemment. Non, c'est pas une voiture, c'est quelque chose que je peux vous montrer là. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Je vais vous donner un indice, il y a marqué GPS Tracker dessus. Ah oui. Et non, ça continue. 2 GPS. Ah oui, t'as acheté des trackers GPS pour absolument toutes tes voitures. Ouais, voilà. J'ai tout l'éventail. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Alex présente 4 petites boîtes en carton identiques avec marqué GPS Tracker dessus. Voilà, j'ai acheté... Non, il y en a 5. 5, pardon. Oui. J'ai acheté 5 trackers GPS. Alors pourquoi ? Parce que, bon évidemment c'est par rapport au vol de mon Alpina, j'ai pas envie que ça se repasse comme ça. Et en fait j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des témoignages sur Instagram, qui ont témoigné qu'ils avaient récupéré leur voiture ou leur moto volée grâce à des traceurs GPS. Donc même si il y en a beaucoup d'autres qui m'ont commenté que non, les traceurs ça sert à rien parce que les voleurs ils ont des détecteurs de traceurs et donc ils les retirent, et donc c'est une sorte de jeu de chat et souris permanent. Bah, j'ai eu suffisamment de témoignages réussis que je me suis dit ça vaut bien je sais pas comment ça vaut, mais c'est à peu près 60 à 80 € quand même, hein, parce que c'est pas un modèle d'entrée de gamme. Alors, je suis pas spécialement là pour leur faire de la pub, donc je vais donner des concurrents aussi. Là, en l'occurrence, c'est Invoxia que j'ai choisi, c'est une société française, mais il y a aussi Coyote qui en fait. Il y a aussi les AirTags quand on est dans l'univers Apple, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour ça que j'ai pas des AirTags, mais j'ai eu plein de retours positifs sur les AirTags de l'univers Apple. Je ferai une vidéo sur comment ça marche, sur si c'est efficace le moment venu. Mais là, je viens de les recevoir, donc je n'ai pas encore ouvert les boîtes. Mais c'est une des mes news de la semaine. Tu veux en donner une autre ? Moi j'en ai encore, sinon. En fait, j'ai fait le point et il ne s'est pas passé grand-chose.
Donc, Oui, t'as donné une news de la semaine d'avant. ah si. Alors il y a un truc. Ah. Un truc. Ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais c'est pour Pardon, te. je vais me moucher, je préviens les auditeurs. Je pense que je couperai Pardon. cette séquence. Non, on est authentique, on laisse tout. Ah ouais, bon, je sais pas, je sais pas si. J'imagine la scène où t'as, je sais pas, un auditeur qui écoute et t'as sa femme qui passe à côté et t'entends le mouchoir à fond dans l'enceinte. Je sais pas Ah, si. j'ai prévenu, ça va. Abonnez-vous, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai. Non, si, alors c'est plus une mise en bouche pour toi qui arrive prochainement à Aix-en-Provence. Ah. Dimanche, j'avais mon cours de tennis à 10h, parce que je joue beaucoup au tennis. Je te jure, à 10h du mat, j'étais en short t-shirt dimanche, Ah ouais, en train de jouer au tennis. putain. Mais attends, je te fais le truc. Déjà, mon cours de tennis commence à 10h, il dure 1h30. Je suis arrivé à 9h30 parce que j'avais envie de m'échauffer avec un pote avant. J'ai joué au tennis au final de 9h30 à 12h30, parce que j'ai continué à jouer après. Il faisait super beau, il faisait tellement beau. Ensuite, j'ai été jouer 1 heure au golf, direct dans la foulée, parce qu'il y avait des potes qui jouaient au golf à côté, du coup j'étais les rejoindre. J'ai été m'acheter à manger. En allant m'acheter à manger juste à côté, j'ai un des mecs de mon groupe de tennis qui me dit « Mec, en vrai, il fait tellement beau, tu veux pas on rejoue au tennis cet après-midi ?» J'ai joué 4h30 au tennis dimanche, en short t-shirt, il faisait 20 degrés. On tient l'explication sur la pauvreté de fréquence de publication sur la chaîne YouTube R1TGD. Oula, c'est vrai que je suis plus occupé à chercher un diesel pourri qu'à faire des vidéos en ce moment. Ah non, ça fait rêver ce que tu nous racontes là. Ah mec, incroyable. Franchement, j'étais... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je devais filmer une vidéo samedi pour la publier dimanche, et j'étais tellement bien que je ne l'ai pas filmé. Voilà, ça prouve à quel point je suis investi dans mon travail en ce moment. Ah ouais. Mais blague à part, bon, même si voilà, mais je travaille dans l'ombre beaucoup pour faire en sorte que la régularité et les formats soient plus réguliers. Non, si je me permets de te charrier là-dessus, c'est parce que je sais très bien que t'es un gros bosseur. Hein. Oui, ouais, franchement, c'est de bonne guerre, parce que là, dernièrement, ces 4 derniers mois, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas combien de vidéos j'ai publiées, mais je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main, donc franchement, c'est de bonne guerre. Alors, ma prochaine news, c'est que j'ai avancé dans la vente de ma BMW Série 3 E21 323i Resto Mode. Parce que j'ai fixé le prix. Et bah, c'est pas une mince affaire. Parce que c'est une voiture que, avant de la faire préparer, je l'ai payée 30 000 et quelques. Parce qu'une belle 323i, c'est ce que ça vaut quand c'est en très bel état. Et ensuite, pour rappel, j'ai réinvesti dessus des sommes complètement déraisonnables qui dépassent 40 000 euros de préparation. Mais en même temps, Erwan, mais si on recentre un peu le débat, combien de resto mode il y a aujourd'hui? Alors qu'on l'a décentré depuis une demi-heure. Combien de resto mode valent 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros? Franchement, se faire un... Je suis désolé, de faire un resto mode de très haut niveau pour seulement, entre guillemets, 70 à 80 000 euros, tout compris, je suis désolé, c'est éminemment raisonnable en réalité. Ah bah, c'est éminemment bon marché. Non, mais clairement. Et quand tu vas la conduire, la bagnole, quand je vais l'amener à Aix, tu vas comprendre. Ah ouais, ça pour le coup, je suis vraiment intrigué. C'est quelque chose le truc. Alors, comment j'ai fixé le prix? Évidemment, on ne peut pas mettre bout à bout l'investissement et fixer le prix comme étant mon coût de revient. C'est pas comme ça que le monde marche, malheureusement. Je me suis dit que ça doit valoir... En fait, il y a plusieurs façons de voir. Parce que quelqu'un qui est fan d'une voiture stock, lui, son raisonnement va être Alex, en fait, il faut que tu prennes le prix qu'elle vaut stock, c'est-à-dire 30 000, et que tu enlèves le prix pour la remettre stock. Et donc, en fait, la voiture, d'après ce mec-là, elle vaudrait rien. Évidemment, ça ne marche pas comme ça non plus. Parce qu'il y a un micro-marché qui est fan de voitures fortement préparées, du moment que c'est fait par un professionnel reconnu dans les règles de l'art. C'est le cas de Munich Icons, dont c'est la spécialité, qui a même mis une plaque pour signer leur création, donc ça va assez loin.
Donc je pense qu'elle mérite une plus-value. Je pense que la plus-value par rapport à un modèle stock, c'est peut-être 15 000 euros. Donc on va se situer vers 45 000. Et je me suis dit, je vais l'afficher 48 000. Et je vais être assez peu acceptant de négociation au début. Et au fur et à mesure où elle va traîner sur le marché, bah, évidemment, le prix va baisser jusqu'à ce que le marché décide que c'est ça le prix. Parce que, in fine, c'est le marché qui décide le prix des choses, c'est pas moi. Oui. Alors d'ailleurs, ça me fait... Alors, je vais terminer sur ton truc, mais mine de rien, tu te dis... Bon, j'arrondis à 50 000, ça sera moins, ça partira peut-être à moins que ça, mais j'arrondis à 50 000. Une expérience, alors même si j'ai pas conduit ta voiture, mais j'ai vu des vidéos sur ta voiture, mais je pense... j'allais dire, je pense que c'est une expérience de conduite à 50 000 euros. Je sais pas, parce que tu peux avoir d'autres trucs en face, mais je pense que c'est une expérience de conduite qui je cherche mes mots, mais qui en donne vraiment beaucoup. Je pense que tu en as vraiment pour ton argent. Quand tu es vraiment derrière, et je te parle quand tu es derrière le volant en train de cravacher la caisse, je pense qu'en termes de plaisir, d'émotion, etc., je pense que tu en as vraiment pour tes sous. Ah bah c'est le genre de voiture que j'imaginerais complètement être achetée par quelqu'un qui a les moyens de toute autre chose en termes de niveau. Quelqu'un qui aurait une collection de 5 à 10 voitures déjà, dont certaines supercars, dont peut-être des Ferrari récentes de haut niveau, et qui veut une expérience qui ne peut pas acheter ailleurs, même en mettant 100 000, même en mettant 200 000, 300 000. Et il se justifiera complètement d'avoir une place pour cette voiture-là dans sa collection. Ouais. Moi, alors ça me fait penser, parce que dans les questions, tout à l'heure, il y a une question resto mode, donc ça m'y fait penser. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu essayer. Mais attends, tu m'avais dit que tu avais eu ça, toi? Une E9 avec un moteur de M5? Ouais, c'est moi, ouais. Ah oui, c'est toi, parce que j'en avais déjà vu une autre avant. Je sais pas pourquoi ça me triture l'esprit, ce truc-là. Mais pour revenir sur la question, sur ce que tu disais, une fois que le marché... tu parlais de la vente de ta voiture à un certain prix que le marché aura finalement décidé. Alors, dans les 10 000 changements d'avis, de toute façon, je pense que vous voyez que le changement d'avis, c'est ma spécialité. J'ai décidé de ne plus vendre la Porsche. Ah, parce que les merde. Non, pas merde, très bien. Parce qu'en fait, les gens m'ont saoulé. Les gens m'ont saoulé. Alors, est-ce que c'est moi qui suis... dans la délusion. C'est un anglicisme, ça. Oui, c'est un anglicisme, c'est délusionnant. Oui, on dirait dans le déni ou pas? C'est pas dans le déni, oui, dans le déni. Oui. Non, mais si, c'est ça, dans le déni. Est-ce que c'est moi qui suis dans le déni, ou est-ce que effectivement, alors il y a quand même une conjoncture où rien ne se vend en ce moment, rien. Mais là, j'ai encore un mec qui était vraiment intéressé. Qui a commencé à rebrousser chemin en me disant « Ah oui, mais vous êtes allé au Cap Nord ». Ça m'a saoulé. Non, mais il est con. Mais c'est un plus. Mais moi, je vois ça comme un plus. Mais t'es le seul. Mais tout le monde. Non, mais la voiture, tu lui as mis tellement dans la gueule, ça s'appelle être fiabilisé, la voiture. Mais c'est exactement le genre de voiture que je vais acheter. Moi, ce qui me terrifie, c'est l'inverse. C'est les voitures qui sont restées dans des showrooms, immobiles, à rien foutre. Et après, moi, je vais acheter ça, je vais taper dedans et je vais avoir plein d'emmerdes. Mais non, mais j'ai dit au mec, j'ai dit, mais s'il vous plaît, expliquez-moi comment un road trip de 9000 km peut vous faire peur, alors que, déjà, sur les 9000 km, il y a 6000 km d'autoroute quand même. Mais oui. Déjà. Ensuite, ok, il y a 3000 km sur des routes un peu défoncées, enneigées, mais quelle est la différence entre ça et 30 ans de vie en Allemagne? Expliquez-moi la différence. Et le mec, il était là, il a commencé à bégayer et tout. J'ai dit, mais mais c'est pas possible, quoi. Je dis, mais pardon, mais vous achetez la voiture pour faire quoi? Évidemment, j'ai été respectueux, etc. Mais je lui ai posé la question. C'est pour ça que tu as dit pardon. Oui, c'est respectueux. J'ai dit, mais vous l'achetez pour faire quoi, la voiture? Pour la lustrer tous les soirs dans votre garage? J'ai dit, mais dans ce cas, en fait, je suis désolé, mais je lui ai pas dit ça, mais je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit, en fait, vous n'avez pas les moyens de l'acheter, c'est tout. Enfin, m'emmerdez pas, quoi. C'est navrant, c'est désespérant.
Mais je comprends pas, c'est une voiture de passionnés, c'est un truc un peu de pointe, de connaisseurs, d'amateurs. Comment les gens peuvent ne pas s'y connaître à ce point? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça. Je sais pas. Mais tu vois, c'est pareil. Alors bon, après ça c'est une expérience pour moi. Tu vois, moi j'ai pas une expérience d'achat de voiture, d'achat ni de vente de voiture importante. Tu vois, Mm. la seule voiture que j'ai vendue pour l'instant dans ma vie, c'est ma 207. Bon, voilà. Enfin, non, vraiment Ouais, moi-même, c'était ma première ouais, ouais. voiture. Je l'ai revendue. Bon, voilà, et c'était pas très compliqué. Là, la Porsche, ça fait 3 mois que pour la première fois de ma vie, je réponds à des gens, je réponds à des gens qui ont des bonnes intentions, d'autres qui sont là clairement pour me faire perdre mon temps. Bon, ça, c'est la règle. Mais là, c'est vrai que, en fait, je suis arrivé à un point où moi, j'essaie de tout faire bien. J'essaie enfin, je suis quelqu'un de consciencieux. La voiture, elle est surentretenue, elle est sursuivie, tout ça. J'essaie de tout faire les choses bien. Et même en montrant que je fais les choses bien, les mecs partent pour des trucs idiots. Et du coup, je me suis dit, attends, Moi, je je me suis comprends dit, c'est pas. pas possible. J'ai vu ton annonce. Tes photos sont superbes. Ton texte est impeccable. Ta voiture, elle figure sur YouTube, donc pour un acheteur, il achète en toute transparence, en toute connaissance de cause. Bah Tu oui. es un personnage public, quand on regarde un peu tes vidéos, ton état d'esprit, ton compte Instagram, tes Je sais pas, stories, on peut. on sent que tu es un mec qui a des valeurs, quelqu'un de fiable sur lequel on peut compter, quelqu'un qui est consciencieux. Enfin, qu'est-ce que les gens veulent de plus? Mais je sais pas, enfin, oui, j'ose espérer que quand on me voit sur les réseaux sociaux, on s'imagine pas que je vais vendre un oignon, quoi. Bah Enfin, ouais. je sais pas, moi, ça me paraît fou. Et je veux bien que la voiture, comparée au marché des 968, soit chère. Mais attendez, dans mon entourage très proche, j'ai que des vendeurs de voitures. Tout le monde est d'accord pour me dire qu'il ne faut pas la vendre moins cher. Parce que moi, au début, je me suis remis en question. Évidemment, je me suis dit, attends, mais est-ce que je la vends vraiment trop cher? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Je suis pas, voilà, j'ai beau être dans le milieu, j'ai pas enfin, j'ai pas la sainte connaissance, quoi. Donc au début, je me suis remis en question. Et puis là, et en plus de ça, mais ça c'est pareil, c'est mon erreur, mais je la prends. Le mec au téléphone, il m'avait dit, bon, la voiture, vraiment, elle m'intéresse, tout ça. En revanche, est-ce qu'il y a des défauts? Moi, transparent comme je sais pas quoi, je lui dis oui, évidemment, il y a des défauts. C'est une bagnole. Je lui dis donc, je lui montre le pare-choc avant qui est criblé qui est criblé de plomb entre guillemets, mais qui a des impacts. C'est Hmm. sûr que le Cap Nord, ça n'a pas aidé. Je lui montre les petits défauts de la voiture, etc. Et les deux défauts qui ont retenu son attention, c'était, alors il y a un POC sur le capot. Je soupçonne une pomme de pin qui est tombée d'un arbre. Donc il y a un POC sur le capot, il y a le pare-choc avant qui est effectivement à repeindre, et il y a les joints de bas de caisse latéraux qui sont effectivement connus pour être abîmés sur les 968. Donc moi, il me dit, est-ce que vous pourriez faire les frais? Je lui ai dit, écoutez, moi, oui. Je lui dis, de toute façon, de toute façon, je vais être honnête, je ne bougerai pas le prix, parce qu'elle est déjà pas chère, mais moi, je veux bien faire les frais. Parce que, évidemment, voilà, je me débrouille, j'ai des avantages, machin, donc voilà, je fais les frais. Donc, je repars mon pare-choc, je fais changer mes trucs. Il y avait une petite fuite, de liquide de refroidissement, paf, on fait changer la durite. Voilà, enfin, je m'assure que tout va, enfin, c'est des choses normales, mais je m'assure que tout va bien. Hmm. Et une fois que tout est fait, donc j'ai quand même dépensé de l'argent, plusieurs centaines d'euros, le mec, le mec ose me dire, ah ouais, mais du coup, j'ai vu que vous étiez allé au Cap Nord, je suis inquiet de l'état de la voiture, et d'ailleurs, bah, j'en ai vu une autre qui était, alors certes, elle est moins belle que la vôtre, mais elle est à côté de chez moi et elle est moins chère, et du coup, est-ce que vous feriez pas un petit truc sur le prix de la vôtre? Je lui dis, attends, Michel, moi j'ai dépensé plus de 500 balles pour refaire ma caisse, juste pour tes beaux yeux, parce que tu m'as dit, ah oui, moi de toute façon, si je viens, c'est que je vais la chercher. Et le mec ose me dire, ah non, non, elle a connu la neige, ça me saoule. Du Alors, coup, ouais. Là, tu as une expérience d'apprentissage. oui, clairement. Là, c'est toi qui as merdé. Oui, Euh, oui, non, mais on- j'aurais pas dû. on- euh, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Ouais. Et en matière de vente de voitures, par exemple, quelqu'un qui veut réserver une voiture, euh, on paye un acompte. Et a fortiori, s'il il te demande de faire des frais, bah, il paye un acompte. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et quand on dit un acompte, c'est typiquement 10%. Si tu es sympa et accommodant parce que tu es un particulier, ça peut être 5%, mais pas moins.
Et non, tu vas pas engager des frais pour ses beaux yeux juste parce qu'il dit qu'il est intéressé. Oui, oui, Les- les- c'est 100% mon erreur, hein. Bah écoute, c'est Je l'apprends. on apprend de ses erreurs, hein. Oui, 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 et puis bon, au final, c'est une erreur sans en être une Et sans en être une, fondamentalement. parce que avant que tu le dises, mon conseil allait être de faire les frais, parce que tu vas t'y retrouver en vendant beaucoup plus facilement une voiture, en ayant fait quelques centaines d'euros de frais dessus. Euh, Voilà, donc c'était à faire. c'était aussi ma logique. Je me suis dit, bon, ça mange pas de pain, Ouais, voilà. effectivement, ça peut être fait, voilà, faisons-le. Maintenant, Sauf que euh, maintenant, tu la vends plus. voilà, sauf que maintenant, je Non, la vends plus parce qu'ils non, m'ont tous mais saoulé. t'es juste saoulé, ça ira mieux dans une semaine. Oui, 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 non, mais je suis parfaitement en paix avec le fait de la garder. Mais du coup, il y avait des projets que je voulais faire initialement avec cette voiture. Initialement, je rappelle que la raison pour laquelle je voulais vendre cette voiture, c'est parce que j'ai eu une opportunité d'achat immobilier qui, au final, Mm. ne se fait pas. Donc, j'ai plus besoin de vendre la voiture. Et donc, tant qu'elle est là et que personne de cohérent dans sa tête veut l'acheter, et ben, je me suis dit, bon, ben, en fait, cette voiture, je sais pourquoi je l'ai achetée à la base. J'ai pas été exactement au bout de ce pourquoi je l'avais achetée. Eh ben, je vais aller au bout de ce pourquoi je vais l'acheter. Je l'ai Mm. acheté. Donc, j'ai encore 2-3 modifs à faire dessus. Je vais la repersonnaliser en remettant mes stickers Club Sport, là, même si c'est pas une Club Sport, je trouvais ça génial. Parce Ah, que ça moi donnait aussi, du ouais. cachet. Ouais, ouais, Je ouais. trouvais ça donnait du cachet à la voiture. Mm. J'ai 2-3 petits trucs. Je vais remettre ma lame avant de turbo, là. Et puis voilà, et je vais prendre du plaisir avec la voiture. De toute façon, là, actuellement, de toute façon, elle est en train d'être terminée. Enfin, les petits frais sont en train d'être terminés. Elle va passer l'hiver tranquillement au frais. Enfin, au chaud dans la conciergerie, sous bâche, nickel. Je la sortirai quand j'aurai envie d'aller faire le con. Et puis voilà. Et ça Mm. sera très bien. Ça se Voilà. défend. Je Eh défends. bah, cool. Ma dernière news, c'est pour annoncer aux gens qui ne connaîtraient pas, c'est ma newsletter. En fait, j'ai une newsletter qui part les lundis. Elle s'appelle, c'est la bien nommée la pépite du lundi. C'est quelque chose qui est court, qui est concis, dans lequel je fais pas de pub, c'est juste de la valeur ajoutée. Il y a plusieurs milliers d'abonnés déjà. Les derniers sujets, par exemple, c'est les sites d'enchères en ligne de voitures, c'est recommandé pour qui? Les pneus hiver, c'est dans quel cas qu'il faut les acheter? J'ai donné mon Mm. contact qui gère toutes les cartes grises pour moi quand j'importe une voiture d'Europe. J'ai donné une astuce pour échapper au PV de stationnement dans les grandes villes. Voilà, c'est que de la valeur ajoutée. Il y a le lien dans la description pour vous abonner à ma newsletter. Bah, le lien pour éviter les PV de stationnement dans les grandes villes, tu peux peut-être me l'envoyer parce que je l'ai échappé belle. Je Déjà, te- restez dans votre voiture pendant qu'il contrôle, ça peut visiblement ça Oui, fonctionne en tout cas à Aix. ça a l'air de marcher, ouais. Ouais. Mais Et toi, ok. Bon, Erwan, bah, t'as une petite promo à faire? oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a la promo à faire parce que je suis. Attends, hop là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Les gants. J'ai Erwan découvert à quel point. est en train de nous montrer une très belle paire de gants en cuir. Bah, c'est mes gants de conduite évidemment dont je fais la promotion régulièrement. D'ailleurs, en mettant mes gants dans la boîte à gants, la semaine dernière, je me suis rendu compte à quel point la boîte à gants d'une 34 était immense. Ah oui, c'est énorme, ouais. C'est incroyable. Je l'avais jamais ouverte. J'ai vraiment une absence de curiosité terrible. Je l'ai ouverte, j'ai dit waouh, tous les trucs qu'on peut mettre là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, mes gants de conduite sont toujours disponibles sur le site internet de La Main de l'Homme. Les liens sont sur mon Instagram, un peu partout, et sur YouTube. Et il en reste plus beaucoup. On arrive vraiment à la fin, donc on aimerait bien que ces gants trouvent preneur avant les vacances, enfin avant Noël surtout. Comment ça s'appelle je perds mes mots. Les Mais fêtes. les livraisons sont rapides. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, les livraisons sont rapides. Bon, les questions. Alors j'attrape mon ordinateur parce qu'ils sont marqués dessus. Question-réponse. Questions, réponses. Alors, moi j'avais une question justement sur les restes modes de Ah. Raphaël LHZZ1 qui disait: question, que pensez-vous de la production actuelle des voitures ultra niches, par exemple les Singer, Chimera Automobile, Alfa Olix, ou même dans les constructeurs entre guillemets plus classiques, Bugatti, Pagani, Gordon Murray, Nouvelle Detto Mazzo. Même si les prix sont hors d'atteinte pour la quasi-majorité des gens, ce vivier de créativité, de design analogique et de technologie révolutionnaire sont enthousiasmants, surtout mis en relief face à la production des voitures de luxe sport plus mainstream. Une bonne question, Ouais. ça. Tu t'intéresses à ça, toi? Ah bah les restos mode, c'est totalement ma tasse de thé.
Tous les resto-modes que tu as nommés là me font rêver. Surtout la Alpha Olix sur base Pareil. de coupé Burton des années Ouais. 70. La GTA 290R. Ah, exactement. Je cherchais dans ma tête le nom du modèle. Et en même temps, l'objection que je ferais, et ça va reboucler mon propos depuis tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'on peut avoir 80 à 90% du niveau de ce resto mode pour peut-être 20-30% du prix. C'est-à-dire, Oui, c'est vrai. pour prendre l'exemple Alpha Olix, si on coche pas l'option des bras de suspension en titane, parce que ça vaut une blinde, si on Oui. coche pas l'option des panneaux de carrosserie en carbone, là Oui. aussi c'est une fortune, les petites finitions artisanales à l'intérieur, on réduit grave le budget. Ah Si de bah, surcroît, on est sur un modèle qui n'est pas apparu dans toute la presse mondiale, que ce soit Top Gear, Evo et compagnie, et on est sur un truc qui est sérieux, pro, mais moins connu, donc une réputation moins monétisable, eh ben on peut avoir une création de dingue. Et c'est exactement ce que j'ai. Alors, je ne suis pas en train de vous la vendre, les gars, ma E21. De toute façon, l'annonce, elle n'est pas encore en ligne. Mais c'est une démarche que je risque de faire sur un autre véhicule un jour, parce que j'adore ce concept de moderniser et de rendre plus performant et polyvalent des voitures d'un ancien temps. Ouais, totalement. mais pour revenir sur Alpha Olix, effectivement, moi j'ai une vidéo de Chris Harris qui m'a marqué à vie. De toute façon, l'un des rares essais de Ouais. la GTA 290R. Et le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, la vache, le jour où je gagne au loto, je pense ils font partie des premiers que j'appelle. Ah, Vraiment. mais pareil, ouais, ouais, Et ouais. j'ai vu ça, j'ai vu tout. Le look, les performances, le son d'admission, tout. J'ai dit, waouh, c'est la perfection ce truc. Euh, mais effectivement, de manière réaliste, aujourd'hui, si tu. En fait, le truc, t'as le choix. Soit, entre guillemets, tu te retrousses les manches pour faire un peu tes recherches et avec la voiture que tu possèdes, améliorer à droite à gauche tes trucs, voilà, un peu comme on le fait d'ailleurs nous. Soit tu vas acheter directement le full package. Voilà, tu ne te poses pas de questions, tu mets tout l'argent que tu as sur la table et tu achètes un produit fini. Et effectivement, la question peut se poser. Alors, j'imagine que les gens qui ont les moyens d'acheter ce genre d'auto, alors on parle des resto-modes, on ne parle pas forcément des Pagani, des Bugatti, ce genre de trucs, des marques d'hypercars. Hmm. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut aller chercher un gros pourcentage de sensations pour une fraction du prix en se Hmm. retroussant un peu plus les manches. Hmm. Néanmoins, je trouve évidemment passionnant et génial de voir des passionnés, des marques, pousser des projets aussi loin, même si évidemment il y a toujours cette considération financière où on se dit, bon, de toute façon, je n'en aurai jamais une. Euh, je, je préfère qu'elle soit là plutôt qu'elle ne soit pas là. Ah, Ça mais paraît ouais. évident, mais ça nous fait rêver, c'est exceptionnel, c'est aussi c'est de la technologie, et puis derrière, ça reste de l'industrie automobile qui fonctionne de toute manière. Hmm. Et moi, je me souviens, j'avais conduit une Alpha d'un abonné, qui est un copain maintenant, une petite Alpha rouge là, magnifique, une petite Giulia, enfin un petit coupé Berton. Et il avait les bras de suspension Alpha Olix, les freins Alpha Olix. Par contre, il avait le plus petit, il n'avait pas le 2 litres, il n'avait pas le gros moteur, et du coup, il avait un peu trop de châssis par rapport au Hmm. moteur. Mais il avait quand même, mais il avait quand même des carbus préparés. Hmm. Et c'est vrai que tu avais une ambiance dans la caisse. Bon, ça marchait pas très fort parce que ça manquait un peu de watts, mais tu avais une ambiance dans la voiture qui était exceptionnelle. Est-ce que il Ouais. faut mettre 300 000 euros de plus? Bon, sachant que sa voiture, elle était dans un état absolument exceptionnel, donc je pense que ça vaut déjà très cher. Mais est-ce que tu as besoin de mettre 300 000 euros de plus pour vraiment t'éclater? Bah, peut-être pas, quoi. Bah ouais, parce que Mais acheter un bon coupé Burton full stock, c'est quoi? C'est 30 000. Et si tu remets 30 000 dessus, mais t'as un truc de ouf. ouais, je Il pense. n'y a pas besoin de mettre 300 000. La sienne, elle était elle avait genre 50 000 km d'origine, un truc comme ça, je crois.
Oui, La bah voiture... c'est pas nécessaire. Alors c'est super, c'est une garage queen. Ah non, il la roule, mais en fait la voiture a été préservée pendant des années. Lui, il la roule partout temps, en Normandie, dans la boue, dans les bousses de vache. Oh bah Il peut-être que ça vaut 40 000 et ensuite tu vas rajouter 30 000 de prépa et t'auras un Ouais, truc de ça... ouf. T'auras un truc de Ouais, je dingue. pense. T'as vraiment un truc de dingue, clairement. Bah ouais. Et pour Singer, moi, je peux pas ne pas apprécier ce que fait Singer. C'est impossible. Mais là, je trouve que dernièrement, ils sont partis dans des trucs un peu lointains quand même. Euh, C'est compliqué Singer. Alors Singer, ce sont les créations artisanales de très haute gamme sur base de Porsche 911 génération 964. Donc on est dans Ouais. les années 90. Ouais, je tire un peu la même tronche que toi, Erwan, parce que je peux pas ne pas aimer. Et évidemment, c'est un must, évidemment, c'est super, et en même temps, je trouve ça un petit peu précieux. Ouais, moi aussi. Ça manque un peu de patine, je trouve, et les détails sont trop travaillés, cette préciosité fait que le truc coûte 1 million d'euros. Ouais, en fait, il y a le concept parce que, alors, il y aura sûrement quelqu'un qui va démentir ce que je vais dire, mais on va dire que la marque qui a un peu propulsé le resto mode de 911, en tout cas en termes d'image, clairement c'est Singer. Il y en a sûrement eu avant. Évidemment, avant il y en a eu d'autres. Il y a eu Roof, il y a eu plein de machins. Mais Singer, ils ont eu quand même un impact assez particulier sur justement ce côté un peu orfèvrerie de la Porsche. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement plébiscité, demandé, que leurs créations, même si elles sont évidemment, certainement fantastiques à conduire, je, j'ai l'impression que, enfin, c'est vraiment fait pour des mecs qui roulent à Los Angeles, quoi. Ouais, ouais, c'est Tu ça. vois, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, c'est que on arrive dans l'œuvre d'art quasiment, et du coup, le côté performance, moteur, etc. est un peu reculé parce qu'on se dit, mais comment je vais rouler avec ça, quoi. Tu vois? Ouais, et bah tu sais quoi, j'ai un contre-exemple qui prend le monde de la Porsche 911 dans l'autre sens, et je sais que tu connais, c'est Machine Revival, Ah qui bah oui, j'en ai sont, conduite. qui sont basées dans les Landes. Bah moi aussi j'en ai conduite, et celle qui m'a marqué le plus, je sais pas si tu l'as essayé, c'est la voiture du patron, de Nicolas. Non. C'est une 911 des années 70, couleur bleu layette, c'est le bleu Golf. Et Oui, il je avait, vois laquelle c'est. en fait, Laquelle c'est. il avait un peu honte de me la montrer, mais moi je lui ai dit non, 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 c'est ça qu'il faut qu'on sorte, parce que il était un peu désolé parce qu'elle est très patinée, c'est pas une voiture client, donc il y a pas le petit Elle a un côté détail un peu qui est outlaw, quoi. travaillé, elle est Un peu Bad News complètement Walker. outlaw, elle est complètement patinée. Même les cuirs à l'intérieur, parce que c'est quand même du sur-mesure qu'il a fait pour lui-même, les cuirs sont patinés. En fait, c'est comme une vieille paire de bottes en cuir qu'on enfile Ouais, et dans ouais, ouais. laquelle on est bien et qu'on met avec son vieux jean 501, son Levi's. Et j'ai adoré cette voiture parce qu'elle dégageait une sorte d'authenticité criante, une ambiance. Il y avait une atmosphère mécanique à bord. Et non, j'ai préféré ça à une Singer, alors que la Singer, c'est de multiples fois plus cher. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que Machine Revival, pour avoir passé pas mal de temps chez eux il y a quelques années, euh, ça respire. Même les mecs qui y travaillent, même Nicolas, enfin, sa voiture, c'est une extension de lui-même, quoi. Le mec, Ouais, il respire. Alors, c'est pas une expression, mais il respire la patine, tu vois. Il respire l'authenticité, ce mec. ouais, Il est ouais, incroyable. ouais, Il est ouais. habité par sa création. C'est un mec qui est d'une gentillesse absolue, c'est vraiment des artistes, quoi. C'est Et les je trouve artistes, que dans les ouais. machines Revival, t'as ce côté ultra artistique dans les voitures, et même dans leur philosophie, dans la manière dont ils vont pousser absolument tout le choix des matériaux, du châssis, du moteur, etc., pour que ça aille au propriétaire. C'est quasiment une. Il faut presque avoir fait une introspection philosophique sur soi-même pour savoir ce qu'on veut, Mm. avant de dire ok, je veux ça dans ma voiture. Et même eux vont aller le chercher. Parce qu'ils, et quand on va sur leur site, il y a des pavés d'histoire de comment est-ce que cette voiture est la représentation physique de l'histoire du propriétaire ou d'une volonté du propriétaire et tout, avec un côté un peu
philosophique, littéraire, artistique que je trouve absolument fantastique. Et les mecs ont un vrai savoir-faire. Ça, si vous connaissez pas Machine Revival, c'est coup de pub gratos, mais ça vaut vraiment le coup. Et dans la question, d'ailleurs, il y avait les resto modes. Alors, petite pensée pour rester sur la 911 quand même sur Tutil. En Angleterre. En Angleterre, préparateur britannique, qui là, pour le coup, me fait un peu plus rêver. Notamment avec l'une de leurs créations les plus récentes, la 911K, qui à la base était un projet pour un client spécifique, qui est un énorme collectionneur, qui est un peu connu sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une 911 sur base de 900, de toute première 911. C'est les années 70. Ouais, c'est les années 70. Une base avec F. avec un moteur qui prend 11 000 tours minute et une voiture qui fait 900 kg. Entièrement en fibre de carbone. Et il y a eu encore une vidéo évidemment avec Chris Harris. Et là, quand tu vois le bazar que c'est, ça a l'air terrifiant. Et j'en ai parlé avec Sam de la chaîne YouTube Synth Through Glass. Il me disait que c'était une voiture qui était terrifiante à conduire, tellement c'était t'es assis sur un bâton de dynamite, quoi. Le truc, il paraît que c'est vraiment genre... vraiment, c'est le truc ça te pète à la gueule, quoi. Mais il paraît que c'est fantastique, mais que tu as besoin d'une sacrée dose de confiance en toi pour vraiment la mener fort, parce que la voiture peut le faire, mais c'est tellement performant, explosif, vivant, que tu sors de là, tu vas respirer un coup, quoi. Et normalement, les flat 6, les 6 cylindres à plat de cette époque-là, même en compétition, ça ne dépassait pas les 8000 à les 8500 en qualification tours par minute. Ils ont réussi à faire 11 000 tours parce qu'il y a tout un tas de composants pris des générations GT3, donc les 911 qui sont venus beaucoup plus tard, refroidis par eau, et ils font une sorte de savant mélange de tout ça pour créer une sorte de GT3 à la sauce vintage. Et non, mais le jour où je gagne des millions, c'est direct une 911K. Ouais, moi j'avoue que je suis assez d'accord. Et pour revenir d'ailleurs sur la suite de la question, au final on refait un deuxième podcast là-dessus, mais c'est pas grave, on aime bien. Pour revenir sur la question, parce que dans la question il y avait les resto modes, mais il y avait aussi il y avait Bugatti, Pagani, etc. Alors pour moi c'est très différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir, mais ce que j'aime, mine de rien, avec Bugatti, Pagani, Koenigsegg, c'est que ça reste des entreprises qui poussent l'automobile à leur paroxysme, que ce soit en termes de performance, en termes de technologie, en termes de design, en termes de enfin, je reviens sur la technologie, mais d'assemblage de matériaux, de trucs comme ça, c'est que c'est vraiment des entreprises, qu'on aime ou pas, c'est un peu la description du savoir-faire ultime, avec des philosophies différentes selon les philosophies des mecs qui les gèrent, entre Horacio Pagani, Christian von Koenigsegg et Bugatti après, qui est un peu plus mainstream avec des immenses guillemets. Gordon Murray aussi était dans la même question, c'est-à-dire c'est souvent la vision ultime d'une personne. Donc on n'est pas dans un comité de marketing, c'est très personnel. Alors ça donne des colorations fortes, on peut aimer ou détester, mais c'est en tout cas... la phrase anglaise c'est single-minded, ça vient de un esprit. Et c'est ça que je trouve, en fait, moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est à quel point chaque marque est unique, en fait. Tu vois, on peut comparer comme ça à la légère, à dire, hey, tu préfères quoi, Pagani ou Koenigsegg? Alors, effectivement, on peut comparer, tu vois. Mais c'est vrai que rien n'est comparable. En termes de philosophie, de façon de faire, de tout ce qu'il y a derrière, c'est pas du tout comparable. Tu compares pas ça. C'est comme comparer une 911 et une M4, quoi. Tu vois, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans des voitures plus normales, entre guillemets, comparées à ce genre de voiture, tu peux faire des comparatifs entre est-ce que je choisis une BMW M ou une 911 ou je sais pas quoi d'autre. Tu peux comparer une Ferrari et une Lamborghini.
même si effectivement il y a des différences de philosophie, mais les différences de philosophie ne seront pas aussi marquées et immuables Ouais. que à ces niveaux d'automobile en fait. Mm. Et, Ouais, c'est beau, c'est de l'art. ouais, c'est vraiment de l'art. Et moi, c'est vrai que je serais extrêmement curieux de conduire des voitures comme ça, vraiment pour comprendre comment la volonté du mec qui est derrière, parce que c'est généralement un mec qui est derrière, se matérialise dans la conduite. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est pas pour dire j'ai conduit une Koenigsegg ou quoi, c'est je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi les gens achètent ça. Je veux comprendre pourquoi c'est si exceptionnel. Je veux comprendre la différence vraiment intrinsèque entre la conduite d'une Pagani et la conduite d'une Koenigsegg ou d'une Bugatti. Je veux vraiment comprendre ça. Donc, Yes. donc ouais, je trouve ça assez fascinant. Alors, je vois le temps qui passe, on est à 1h30. J'ai une courte question qu'on peut caser. J'y vais? Vas-y. Ouais, vas-y, fonce. Alors, le nom est imprononçable. Ruia Kazen Ijuhashi. Quels sont les équipements indispensables pour vous dans une voiture? Par exemple, la direction assistée, l'ABS, le régulateur, la clim, l'autoradio. Bref, le strict minimum pour vous. Ok. Alors, Bon, moi, déjà, Erwan, le régulateur de vitesse pour toi. Hein. Ouais, franchement, dès que je suis sur autoroute, moi, c'est régulateur de vitesse, c'est obligatoire. Et non, franchement, ouais. le strict minimum, c'est Bluetooth clim régulateur. Tu sais quoi, je crois que ça commence même en amont. As-tu déjà eu, Erwan, une voiture qui n'a pas de chauffage? Non. Bah, moi j'en ai eu une, c'est relou. Parce que Ouais, je veux bien le croire. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est pas rare. Les 911 anciennes, des années 70 et même les années 80, donc c'est un moteur à air, il n'y a pas de circuit d'eau. Donc c'est-à-dire que le chauffage marche par un échangeur dans l'échappement air-air qui prend les gaz d'échappement et qui chauffe l'air qui rentre dans l'habitacle. Sauf que quand on monte un collecteur spaghetti, c'est-à-dire un collecteur à haut débit sur une 911 ancienne des années 70, comme c'était mon cas, eh ben, on n'a pas d'échangeur parce qu'on veut maximiser les performances et donc on n'a pas de chauffage. Et ça, je me suis dit, plus jamais ça. Parce que donc, oui, dans mes basiques, je mets le chauffage maintenant. Ça se tient. Effectivement, moi, j'ai pas connu ça, donc je peux pas... je peux pas dire, mais oui, effectivement, le chauffage dans une voiture, ouais, c'est indispensable. Ouais. Après, si je dois... vas-y, non, continue. Et dans le même chapitre, j'irai plus loin, j'ai beaucoup de mal, alors peut-être que je me fais vieux, mais à me passer de clim aujourd'hui. Et ça m'interdit l'accès à tout un tas de voitures, parce que la clim, elle s'est démocratisée quoi, dans les années 90. Dans les années 70, c'était que chez Rolls-Royce et Bentley que tu avais ça, quoi. Des marques américaines aussi dans les années 70, mais bon, en Europe, c'était rare. Ouais, c'est vrai que moi, vraiment, pour me dire que je passe un bon moment, ouais, le régulateur, c'est pas obligatoire. J'aime bien parce que je trouve ça pratique sur autoroute de pas faire des. Enfin voilà, bref. Mais ouais, clim et s'il y a un moyen de passer la musique dans la voiture, clim Bluetooth, pour moi, c'est quand même les deux indispensables. Après, il y a des options que j'aime aussi beaucoup. J'aime beaucoup les sièges chauffants. Moi, je vis en siège chauffant, moi. Ah oui, oui. Et c'est vrai que moi, dans la série 5, là, en ce moment, quand il fait un peu frais le matin, premier truc que je fais, paf, siège chauffant. Et je peux avoir une température plutôt froide dans la voiture, mais être dans mon siège chauffant bien comme ça. J'adore ça. Et on est d'accord, et en même temps, tu serais ouvert à une voiture qui ne soit pas équipée de siège chauffant. Ah oui, non, alors non, c'est pour ça que je dis plutôt que c'est un plus. C'est un plus, c'est un plus que j'aime bien. C'est un plus agréable. Je te rejoins sur l'autoradio Bluetooth. Ah ouais, alors, pour moi, c'est... De mon côté, c'est plus pour les podcasts, mais parfois la musique aussi, ouais. Bah, en l'occurrence, d'ailleurs, j'ai pas de Bluetooth dans la série 5 et il faut que je m'en occupe parce que ça me saoule. J'ai redécouvert ce que c'était qu'écouter la radio et il n'a pas fallu longtemps pour que ça me rende fou. Donc je suis en train de chercher un modèle d'autoradio sympa là. Ouais, clairement. Mais ça, sinon... Alors j'ai eu pas mal de voitures avec les vitres manuelles, notamment... Alors ma 207, elle avait les vitres électriques à l'avant mais manuelles à l'arrière. La 968 CS, ma première, avait les vitres manuelles. Alors c'est vrai qu'au début,
Je me suis dit, ouais, trop cool, je suis un puriste, j'ai les vitres manuelles, Ouais, évidemment. Parce que tu as acheté une 68 CS et elle est allégée, donc tu sais que bon, t'as pas oui, mal c'est qui ça. Et après, c'est vrai que quand tu te retrouves régulièrement à devoir traverser la voiture avec le bras pour baisser la vitre de l'autre côté parce qu'il fait trop chaud, parce que justement, t'as pas de clim, parce que j'avais pas de clim dans la CS, bon, c'est vrai que je me suis dit, ouah, c'est pas forcément un moment de plaisir, quoi. C'est vrai que je suis Donc, mitigé. J'ai les vitres manuelles sur mes deux E30 et ma E21. Globalement, j'aime bien et parfois c'est agaçant, je suis d'accord. c'est pas rédhibitoire, mais à l'usage, parfois, c'est un peu emmerdant. Bon, C'est quoi ta après, position sur l'ABS? C'est indispensable ou pas? c'est dur d'avoir une réponse. Il n'y a pas l'ABS sur la 968. Je crois Sans pas. déconner, y a pas? Attends, je dis peut-être une connerie. Alors, c'est possible, parce qu'elle est quoi, début des années 90. 92. Je pense que les TVR à l'époque non plus n'avaient pas d'ABS, je suis quasiment sûr. Donc c'était pas une exigence légale d'homologation. Je dis peut-être une connerie, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Je suis pas sûr d'avoir l'ABS sur la voiture. Non mais tu sais quoi, je crois que tu as raison, parce que les 911 série G, sauf si moi aussi je dis une énorme connerie, je crois qu'il n'y a pas d'ABS. Hein. Non, J'ai un doute. je Faut que suis je quasiment vérifie. sûr. Il y a pas d'ABS sur une 911 3 litres 2. C'est arrivé Je. avec la 964. Est-ce que c'est une obligation pour moi d'avoir l'ABS Alors, chez moi, pas du tout. Non, moi, vraiment, Attention, je m'en fous. pour moi, c'est toujours un plus. Je vais jamais Oui, dire, ah non, cette c'est un peu de voiture, sécurité. c'est pas puriste, elle a l'ABS. Non. Parce que Non, ça, je m'en fous. l'ABS, il intervient que quand on en a vraiment besoin. Oui, Contrairement à beaucoup de contrôle de trajectoire ou d'anti-patinage, surtout dans les mm, années 90, qui faisaient du zèle. Par contre, si une voiture neuve n'avait pas l'ABS, bah, tant que je le sais et que je roule en connaissance de cause, bah, c'est OK. oui, c'est vrai que. Bon, je dis pas que c'est pas obligatoire. Par contre, il y a un truc. Moi, je me sens mieux dans une voiture sans ESP. Ah, pareil. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, pour le coup, parce que pour le coup, il y a des trucs, en revanche, qui sont rédhibitoires, dont je ne veux pas. Ah oui, ah bah ça, la liste est longue. Bon, la liste est longue. Mais en l'occurrence, c'est vrai que moi, l'ESP, c'est un truc, en général, je préfère quand il n'y en a pas, quoi. Parce que, parce que je suis jamais à l'abri de vouloir faire une glisse de manière inopinée et j'ai pas forcément envie d'aller trop chercher des trucs. Après, bon, l'avantage des voitures un peu anciennes, c'est que quand il y a un ESP, en général, c'est un bouton et t'es pas embêté. Aujourd'hui, les voitures modernes, c'est un enfer. Il faut avoir un diplôme d'ingénieur pour. Tu serais peut-être qualifié pour désactiver les LED. Mais, euh, mais après, bon, je parle d'une voiture évidemment à vocation sportive. Si je sais pas, en face de moi, il y a une C3 et un Q3. Bon, qu'il y ait un ESP là-dedans ou pas, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est bon, évidemment. Oui. Mais Il y a un sujet intéressant sur la direction assistée. Alors, aujourd'hui, quand on est... tout le monde, sauf McLaren, est passé sur des directions assistées électriques plutôt que oui, hydrauliques. Et oui. donc, ça crée beaucoup de malheureux chez les passionnés comme nous. À l'époque, donc on était dans début des années 90. Erwan, je suis suffisamment âgé pour me souvenir que dans la presse, De la guerre 14-18. Non, pardon. il y avait tout un foin qui se faisait. Les passionnés étaient dégoûtés par l'arrivée de la direction assistée par rapport à la direction manuelle, donc lourde. Ouais. Parce que les gens disaient, ouais, ça dénature la direction, c'est pas puriste, c'est surassisté. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde avec un peu de recul cette période, bah, il n'y a plus personne, ou presque aujourd'hui, qui ne voudrait pas une direction assistée. Concrètement, si je prends un exemple, la E30, la phase 1, elle n'avait pas de DA, la phase 2, elle a une DA, mais elle est en tout point meilleure avec la DA. Ah Pareil, bah, ça n'a rien à voir. une bonne DA hydraulique, ça dénature rien. Alors Ah oui, 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 non, clairement. tu peux avoir un feeling qui est intact, entier. Quand tu prends une 911 GT3, les premières générations, mais la sensualité qui se communique, elle est ouf. Et on Non, c'est n'aurait clair. pas l'idée de se dire, mais est-ce que la voiture serait mieux avec une direction manuelle? Et c'est pareil avec les freins. Les freins manuels, ça ne nous manque pas. Ah non, clairement. C'est-à-dire non cerveau assisté.
Non, Non, mais clairement, la DA, c'est quand même un peu... Enfin, moi, je me souviens très bien, j'ai 2 très bons copains qui ont des E30. Il y en a une qui a une E30 largement préparée, avec un moteur réalisé, etc., et qui a une DA, et avec des ratios d'ailleurs plus courts que d'origine. Et mon autre pote qui a une 320i coupée, un peu modifiée, mais sans DA. Et on avait fait de la glisse le même jour avec les 2 voitures. C'était l'enfer dans la voiture sans DA. L'enfer. Ouais. C'est lourd, il y a sûrement des contre-exemples, mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi, une direction qui est très lourde. Le problème, c'est que tu as de la lourdeur et tu n'as aucune contrepartie positive. Ben oui, c'est ça, en fait, c'est de la lourdeur, mais qui n'amène rien. Donc c'est un no-brainer. C'est comme les freins cerveau-assistés. Avoir des freins manuels, c'est juste de la lourdeur gratuite et tu n'as aucune contrepartie positive. C'est clair. Bon, voilà, donc acheter des voitures avec des DA. C'était un long podcast, mais on s'est pas ennuyé. Hein. On est dans notre durée moyenne, 1h40. Ouais, c'est vrai. Écoute, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube. Commentez si vous êtes sur la version audio. On dit pas commenter. Non, c'est... si, commentez. non, c'est mettez des reviews, comme on dit, des témoignages sur... mettez 5 étoiles. Oui, voilà. Mais des avis. Des avis. Et oui. Et parce que forcément, si vous êtes encore là au bout d'1h40, c'est que ça vous plaît et que vous avez le droit de mettre un avis. Oui, c'est que vous arrivez à supporter nos changements de sujet et tout ça, quoi. Donc, on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.